Ok, on va réact à Jean-Philippe Tanguy. Ça devrait C'est vous un petit peu la mascotte, c'est un petit peu la mascotte de ce live. Hein. C'est une de mes imitations préférées. Moi, je dirais que c'est mon député RN préféré, Jean-Philippe Tanguy. Ça reste un député RN, donc c'est un adversaire politique et c'est un fasciste de merde, hein, évidemment. Un fasciste de merde. Mais moi, c'est mon petit plaisir de réact à du Jean-Philippe Tanguy. Ça me fait un peu rire, ça me fait un peu marrer. Donc voilà, là, aujourd'hui, on va réacter à de l'interview politique. On va commencer par Jean-Philippe Tanguy ce matin, aux 8h30 de France Info. On va lui poser des questions sur tout un tas de choses, et notamment sur Donald Trump. Il va tenter de se dépatouiller un peu des liens qu'il y a entre le Rassemblement national et Trump. Des liens très très simples, liés au fait qu'ils sont d'extrême droite. C'est la même famille politique. Ils peuvent pas s'en cacher. Ils essayent de s'en cacher, mais ils peuvent pas vraiment s'en cacher. Donc on va voir ce qui se trame, mais voilà, ça risque d'être sympa. Petit réact d'interview politique du matin. Le format roi sur cette chaîne, le format classique, finalement. Alors, le replay n'a pas encore été posté directement, donc on va regarder à partir du live. J'espère que ça va le faire. On y va, c'est parti. Lambray et Paul Larouturou, député RN de la Somme, et 8h30 pour la matinée. Oui, il est 8h30. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Alors, Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Philippe Tanguy dit toujours bonjour de la même manière. Il dit bonjour. Oh, il est trop mignon. Trop mignon. C'est les hommes et les femmes politiques, ils ont vraiment un truc où ils ont leur façon de dire bonjour. Il y a des trucs que j'avais remarqué quand je faisais ma fameuse vidéo sur Bruno Le Maire, ma vidéo qui m'a fait percer sur YouTube à l'époque. Je cherchais à un moment donné où Bruno Le Maire disait juste bonjour, Et j'ai remarqué que Bruno Le Maire ne disait jamais juste bonjour. Bruno Le Maire, sa technique, c'est ce que son coach en médias, je pense, lui a dit. Pour avoir l'air plus humain, Bruno, tu dis bonjour monsieur et tu dis son nom, ou bonjour avec son prénom. Et donc du coup il fait tout le temps ça, Bruno Le Maire. Enfin il faisait, maintenant il fait plus de matinale. Mais à chaque fois il disait pas juste bonjour, il disait en mode bonjour Madame Lambray. Voilà. Ou genre bonjour Monsieur Duhamel. Et donc il dit jamais bonjour individuellement. Je cherchais juste un bonjour isolé et j'ai cherché des dizaines d'interviews politiques avant de trouver un où il disait juste bonjour. Ouais, Bardella il fait pareil, je pense. Et bah la technique de Jean-Philippe Tanguy pour avoir l'air sympathique en communication, c'est pas dire bonjour Madame Machin et de les appeler par leur nom, c'est dire bonjour et d'avoir l'air tout mignon. Oh, il est tout mignon. Attendez, je suis tout rose là. J'ai un problème de balance des blancs. Bougez pas. C'est mieux comme ça? Mieux comme ça, non? Ça change rien. Moi, c'est juste que je suis tout rose aujourd'hui. Mais ce qui fait gris et moche dehors. Bon, c'est pas grave. Peu importe. On y va. Je vous en prie, et bonne année, on a encore le droit. Ah oui, c'est encore Et bonne année. Bonjour. On est le 27 Paul. janvier. Bonjour à tous. 2 personnes ont été tuées en 3 semaines à Minneapolis, aux États-Unis. Derrière ces meurtres, la police de l'immigration et la police aux frontières, les bras armés de la politique de Donald Trump. Donald Trump, écoutez ce qu'en disait Jordan Bardella, le président de votre parti, lors de ses vœux en janvier 2025. Oh, France Info décide de mettre le nez du Rassemblement national dans son caca. Bah tiens. C'est inhabituel ça. En vrai, c'est pas si inhabituel. Hein. Ils aiment bien faire ça. Bon, ils font ça avec tout le monde. C'est leur manière d'apporter la contradiction. Hein. Donc, quand c'est quelqu'un qu'on n'aime pas qui est interviewé, parfois on est en mode genre. Après, c'est pas un truc isolé. C'est que là, avec tout ce qui se passe à l'international, il y a un truc de la part des centristes qui d'habitude font que donner du gaz en permanence au RN et tout. Là, il y a presque comme un espèce de petit sursaut. Alors bon, c'est opportuniste, hein, où ils sont en mode genre le RN, c'est pas possible. Hein. S'ils arrivent au pouvoir, ils vont s'allier avec Trump et Poutine. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? L'heure est grave, quoi. Il y a un côté l'heure est grave sur les questions internationales et géopolitiques qui fait que la Macronie est en train d'un peu chier sur le RN, alors qu'à l'habitude, ils font que leur dérouler le tapis rouge et leur donner du gaz. Surtout ce qui est politique intérieure, en vérité, ils s'en battent les couilles du Rassemblement national. Ils font grosso modo la même politique que ce que propose Jordan Bardella, hein. Une politique raciste et libérale. Économiquement, bon, ils sont pas si dérangés que ça si le RN arrive au pouvoir par rapport aux questions françaises, d'intérieur, hein, voilà. Une politique d'extrême droite sur le sol français, en vérité, ils s'en battent un peu les couilles, les macronistes. Ça les dérange pas, ils luttent pas contre le RN là-dessus. Mais j'ai l'impression quand même que sur les questions internationales, ils ont un côté où c'est en mode le RN, ça dégage, c'est des bouffons. Vous voyez? Plus que sur le reste. Et c'est que la campagne commence aussi, c'est qu'il doit se positionner contre peut-être contre des rivaux politiques. Mais je dis ça parce que par exemple, il y a un truc qui a fait un méga buzz. Alors c'est un méga buzz que nous on n'a pas vu, nous autres gauchistes. Est-ce que vous vous souvenez de Valérie Ayé? Valérie Ayé, je sais pas comment ça se dit. Ayé. Valérie Ayé, c'était la tête de liste aux européennes 2024, la tête de liste de macroniste, Valérie Ayé. Elle avait pas de buzz, genre ils ont fait un mauvais score, elle a fait une mauvaise campagne, et c'est le moment où le RN a fait 30%, et Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée sur demande de Jordan Bardella. Et bah la mauvaise campagne qu'ils ont fait, c'était Valérie Ayé qui était tête de liste. Et elle a pas beaucoup de buzz, cette meuf-là, de manière générale. Elle est pas très connue, tout le monde s'en branle un peu. Et là, elle a fait un petit discours au Parlement européen, parce que du coup elle est députée européenne, hein. C'est la tête de liste au Parlement européen, où elle a dit à Bardella vous avez pas honte, monsieur Bardella?
Vous disiez que Trump, il était stylé, il était machin, vous avez fait que le sucer, là, vous voyez ce qui se passe. Honte à vous, monsieur Bardella. Elle a fait un petit discours comme ça où, franchement, elle a pas vraiment mâché ses mots envers Bardella. Elle a un peu clashé et vraiment le Parlement européen l'a applaudi et tout. Et j'ai vu l'extrait sur Facebook. C'est mon daron qui m'a montré l'extrait sur Facebook, figurez-vous. 65 000 likes sur l'extrait. 65 000 likes sur un extrait politique sur Internet comme ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu fais 65 000 likes sur Instagram, c'est en mode genre, ah ouais, ok, d'accord, c'est l'extrait, il tombe de fou, et il y a vraiment plein de gens qui cliquent, quoi. C'est pas juste la base macroniste, vous voyez ce que je veux dire? Et un côté où il y a plein de gens qui ont salué ça, qui sont en mode. En gros, les macronistes utilisent aussi ça pour tenter de se redorer un peu la pilule sur les sujets internationaux en opposition au Rassemblement national. Et donc voilà, il y a une dynamique comme ça qui est en train de s'opérer un petit peu sur les sujets internationaux. Voilà, quand ça parle de la police, de l'immigration, économie, machin bidule, ils s'en battent les couilles, ils s'opposent pas au RN. Mais sur l'international, ils commencent un peu à taper sur le RN pour eux-mêmes se redorer leur blason. Et peut-être parce que aussi, il y a vraiment un truc pour de vrai où les macronistes sont en mode c'est minable du RN, s'ils arrivent au pouvoir, géopolitiquement, ça va être la merde. Il y a peut-être aussi une forme de sincérité quand même, au fond, de la part d'une Valérie Rayet au Parlement. Genre. Voilà. Mais quand bien même il y aurait une forme de sincérité, c'est aussi une manière de se redorer le blason et de taper sur leurs rivaux sur un truc où là, ils veulent bien le faire. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'étonne pas au final, cette question-là. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le patriotisme. C'était il y a un an, ça. Voilà, c'était il y a un an, 27 janvier 2025. Attention, hein. C'était pas aujourd'hui, c'était il y a pile un an. Trump, l'élection de Trump est une bonne chose pour les Américains et je me réjouis que les Américains aient fait ce choix. Respect, admiration, bonne chose. Est-ce que vous... Donc ça, c'était 3 jours après que Elon Musk ait fait un salut nazi, hein, juste pour remettre dans le contexte. Hein. Janvier 2025, c'était l'intronisation c'est ça, l'intronisation, l'investiture de Donald Trump. Et c'était en mode genre, ah ouais, ok, ça commence comme ça. Oh, aïe, 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 aïe. C'était la déprime. Hein. Pour nous autres gauchistes, janvier 2025, c'était comme janvier de cette année. C'était en mode genre, on regardait les États-Unis en mode genre, ah ouais, ah ok, on vient de passer dans quelque chose de différent, quoi. Et c'était le salut nazi d'Elon Musk, etc., etc. Et donc ça n'a pas empêché Jordan Bardella de dire ça par la suite. Vous diriez la même chose aujourd'hui, Jean-Philippe Tanguy? Bah oui, est-ce que Donald Trump, patriote, oui. Est-ce qu'il a été élu par les Américains, oui. Est-ce que c'est une bonne chose pour les États-Unis? Est-ce que c'est le président que les Français auraient choisi? J'en doute, voilà. Bon, donc nous, on a toujours été très clairs. Il n'a pas vraiment répondu à la question là, monsieur Tanguy. Est-ce que c'est un bon président pour les États-Unis? C'était ça la question. Dire, il a été élu? Bah oui, il a été élu. Bah bravo. Vous pensez quoi de Donald Trump? Je pense que Donald Trump a été élu. Il a gagné la présidentielle. Bah oui, super. Heureusement que t'es là, merci. Les peuples choisissent un dirigeant. On prend acte des choix des peuples et ces dirigeants défendent leurs intérêts. Et la France doit défendre les siens, point final. Il y a eu une Trump-mania à un moment au RN. C'est non, fini, je crois ça pas. Non, c'est cette espèce de mode que les journalistes créent, puis après s'interrogent. Une espèce de mode qui crée de toutes pièces. Alors, on peut parler du premier mandat de Donald Trump. Hein. Premier mandat de Donald Trump, le RN, ils étaient en mode let's go. Hein. De 2016 à 2020, donc le premier mandat de Trump, le RN, ils n'avaient pas de souci avec Donald Trump. Hein. Ils étaient très enthousiastes par rapport à ça, etc. Et même au début du deuxième mandat de Trump, Bardella, à la base, il voulait aller à l'APAC, là, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, l'espèce de grand raout des conservateurs américains avec les pires personnes sur Terre là-dessus, avec Steve Bannon qui a encore fait un salut nazi pour rigoler, Javier Milei qui arrive faire son show et toutes les pires raclures d'extrême droite nord-américaine qui étaient là. Et Bardella, il voulait y aller tranquillement, et puis au final, il a rétropédalé quand Steve Bannon a fait un salut nazi, quoi. Donc, c'est hypocrite de fou. Vous êtes copains, vous êtes alliés, vous faites partie de la même famille politique, point à la ligne. Mode. Non, mais vous pouvez isoler des passages, tout ce que vous voulez, mais y compris d'ailleurs moi sur ce plateau, je n'ai cessé de dire exactement ce que je vous dis aujourd'hui, à savoir que Donald Trump défendra les intérêts des États-Unis, uniquement des États-Unis. Les États-Unis, toute éternité, ne s'intéressent qu'à eux, qu'à leurs intérêts, ont des alliances quand ça sert leurs intérêts, n'ont pas d'alliance quand ça ne les sert pas. Ça fait 250 ans que ça dure, et je pense que les États-Unis continueront à être ce qu'ils ont. Parce que moi, je crois à l'identité des peuples, je crois à l'identité des nations. La France n'est pas les États-Unis. Dieu nous en garde. Et j'aimerais bien que la France cesse, enfin une partie de la France, cesse d'être toujours obsédée par les États-Unis. Voilà, oui. On est obsédé par les États-Unis, je comprends pas. Comment ça se fait qu'en France, on est obsédé par la première puissance mondiale, de laquelle on est complètement dépendant militairement? Pourquoi on est obsédé par ça? On pourrait s'en foutre. Il est con ou quoi? Elle sort pas de nulle part, cette obsession pour les États-Unis. Si c'était un petit pays un peu random, on s'en battrait des couilles des États-Unis. C'est la première puissance mondiale. Un tiers, je crois que c'est quelque chose comme ça. Un tiers, tu prends toute l'enveloppe, toutes les dépenses militaires du monde entier, tout pays confondu, un tiers, je crois, c'est les États-Unis.
Alors c'est pas un tiers de la population mondiale. Genre c'est une super méga giga puissance militaire de l'impérialisme et couilles là. Évidemment qu'on regarde avec attention ce qui se passe. Si Trump il décide de faire n'importe quoi, ça dérègle totalement les équilibres géopolitiques en un claquement de doigts. Et on devrait s'en battre un peu les couilles, c'est pas très important. On est obsédés par les États-Unis, nous en France. Tout le monde est obsédé par les États-Unis. C'est les putains de maîtres du monde. Et Trump c'est un espèce de dictateur totalement zinzin. Il est en mode genre, on va commencer l'année en kidnappant un président d'une puissance étrangère et puis après on va commencer à faire des menaces pour prendre le Groenland, un pays membre de l'OTAN. LOL. Tout le monde en mode c'est une bascule historique, le droit international a été jeté à la poubelle à tout jamais, on bascule dans quelque chose d'autre. Et l'avis de Jean-Philippe Tanguy c'est, on devrait arrêter de s'intéresser aux États-Unis. Pourquoi on ne s'intéresse pas un peu plus à la France? T'es con ou quoi? C'est même pas qu'il est con, c'est que c'est une posture. Ils sont là en mode genre, on peut pas admettre qu'on l'aime bien, c'est juste ça. Une partie des élites françaises qui sont toujours dans la projection sur les États-Unis, comme si l'inverse n'est pas vrai. Je veux dire qu'il n'y a aucune télévision ou radio aux États-Unis qui parle de la France toute la journée. Comme le président américain. Alors déjà, ils sont 330 millions aux États-Unis, on est 70 millions en France déjà, premièrement. Et deuxièmement, la France est dépendante militairement des États-Unis, qui est la première puissance mondiale. Ça serait comme dire, je comprends pas, hein, en France, on regarde plein de films américains, on écoute énormément de musique américaine, culturellement, on ne parle que des États-Unis. Hein. Le cinéma hollywoodien, il n'y a plus que ça dans les salles de cinéma. Et bizarrement, ils font pas ça les Américains. Les Américains, ils regardent peu de films français par rapport à nous, les films américains qu'on regarde. Bah oui, parce que c'est une super puissance, avec un soft power de zinzin, et on est totalement liés à eux et dépendants d'eux. Qui avait montré des signes. Ne serait-ce que les GAFAM, toutes les technologies numériques qu'on utilise, c'est des technologies américaines. Il n'y a pas d'équivalent aux États-Unis par rapport à la France. Allô, mais enfin, genre, c'est complètement con, quoi. Le président américain veut nous taxer, il parle de nous. Ah oui, absolument d'ailleurs. Et j'espère que nous allons évidemment résister à ces menaces, prendre des dispositions qui permettent de nous protéger, notamment sur les médicaments. Parce qu'au-delà, des déclarations qui sont faites, qu'est-ce qu'on est capable de défendre en France? Et si nous avions notre souveraineté sanitaire, comme le président Macron l'avait promis après le Covid, eh bien nous serions tranquilles. Mais comme ça n'a pas été fait, et comme nous ne sommes pas souverains malheureusement sur les médicaments comme sur autre chose, comme M. Trump demande des baisses de Alors médicaments... juste, il est possible dans cette interview que Jean-Philippe Tanguy ait un discours un petit peu différent du reste du RN, parce que là il est sur ses sujets de spécialité, il va exprès sur ses sujets de spécialité. De base il vient du camp souverainiste, Jean-Philippe Tanguy. Historiquement, il vient pas. Il y a plein de gens du RN, quand ils étaient plus jeunes et tout, ils venaient vraiment de la vieille garde de l'extrême droite. Il y a des anciens gudards, des gens qui étaient dans des milieux vraiment fachos de chez fachos, quoi. Lui, à la base, c'est juste un souverainiste. Il a un parcours relativement inhabituel pour le RN. Comme Philippot, pas vraiment. Un peu. Mais disons qu'à la base, le truc où il s'est lancé en politique, il était en tant que lanceur d'alerte, parce qu'il bossait chez Alstom, si je dis pas de bêtises. Il avait récupéré des documents sur une clé USB, comme quoi Alstom allait être vendu à la découpe aux Américains, et personne ne l'a écouté à part monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Donc il a vraiment un truc de la souveraineté économique de la France. Il faut pas vendre la France à la découpe aux Yankees. De base, c'est vraiment un de ses sujets de prédilection, et c'est possible qu'il ait un discours un peu plus souverainiste qui est un tout petit peu différent du reste du RN. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il est porte-parole et qu'il l'envoie partout. C'est que Jean-Philippe Tanguy, par rapport à certains de ses congénères, il est un peu plus malin que certains autres. Et en tout cas, il a certaines formes de rhétorique. Peut-être qu'il a un peu plus de cordes à son arc que d'autres de ses collègues, quoi. Et donc là, c'est pour ça que directement, on lui pose des questions. Il part sur la souveraineté des médicaments, la souveraineté industrielle, économique et sanitaire de la France, quoi. Parce que c'est un des sujets où il est habitué à en parler, quoi. Voilà, je dis ça. C'est pas pour dire il est plus basé que les autres. C'est juste pour expliquer un petit peu pourquoi il sort ces réponses-là, quoi. Pour lui et qui demande que l'industrie pharmaceutique, on va dire, répercute les prix. Avec une idéologie proto-De Gaulle, mais bien faf, bah il a une petite croix de Lorraine ici, hein. Après, ils font tout ça maintenant, le RN. Ils se réclament de Gaulle, Jaurès et nique ta mère, voilà. Bon, pas toi, la France, Evan Nation, mais bref. Ça, c'est très inquiétant et il faut réagir. Et c'est pas en vendant une partie de Sanofi aux Américains, comme ça a été fait avec Opelia, qu'on va y arriver. D'ailleurs, nous, on propose de récupérer évidemment les actifs pharmaceutiques qui ont été vendus ici ou là et qu'on produise en France des médicaments. Et c'est valable sur toutes les menaces que des États étrangers sont capables de faire contre la France, malheureusement. Vous disiez à l'instant, comme Jordan Bardella, que la présidence Trump était une bonne chose pour les Américains. Alex Préti, infirmier de 37 ans, tué samedi par des agents de la police de l'immigration à Minneapolis. C'est le deuxième Américain tué en pleine rue par cette même police envoyée par Donald Trump. Comment vous qualifiez ce qu'il s'est passé ? La justice, le qualifiera. La justice... Alors, ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est qu'il y a... En gros, le gouverneur, je sais plus comment il s'appelle, c'est Tim Walz. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, justement, il veut que l'enquête par rapport à ce qui s'est passé à la ICE ne soit pas gérée par un tribunal fédéral qui serait au final complètement assujetti au pouvoir trumpien, quoi. Il y a un bras de fer entre à la fois les gouverneurs démocrates, les maires des villes démocrates, tout ce qui se passe à l'échelle des États, avec le pouvoir fédéral qui est totalement inféodé. C'est inféodé, ouais, c'est ça. Qui est totalement inféodé à Donald Trump. Et donc, du coup, il y a déjà cette histoire-là. De la décision de justice, ça peut totalement dépendre de quel parcours
prend cette enquête. Et il y a un bras de fer d'ores et déjà qui est en train de s'opérer entre le gouverneur du Minnesota et Donald Trump. Donc ils disent, on verra ce que la justice en dit. Bah, il y a un sujet là-dessus justement. C'est quelle justice ? La justice de l'État du Minnesota ou la justice fédérale de Trump ? Donc quand il dit ça, il a rien dit en fait. J'espère que la vérité sera établie. La vérité est établie, on a les images, bouffon. Sur les faits. Il y a 4 personnes différentes qui ont filmé ça au téléphone portable sous 4 angles différents. La vérité est établie, il y a tout qui est sorti. Ils ont retiré l'arme au gars qui de toute façon n'a jamais été menaçant à aucun moment. Ils l'ont flingué alors qu'ils étaient 6 autour de lui, à bout portant au sol, après lui avoir retourné son arme et qui présentait aucun danger. On la connaît la vérité, il n'y a pas besoin d'éclaircir quoi que ce soit. C'était difficile, puisque visiblement il y a un conflit au sein des institutions judiciaires américaines entre l'État fédéral et les autorités du Attends, mais c'est ce qu'il a dit, il y a un bras de fer. Bon, judiciaire américaine entre l'État fédéral. Visiblement, il y a un conflit au sein des institutions Ok, bah c'est ce que je disais, ok, il en parle. Ok. Américaine entre l'État fédéral et les autorités du Minnesota. Et j'espère que... C'est-à-dire j'ai vu qu'il y avait des procureurs, non pas sur ce cas-là, mais sur le premier cas, la dame qui a été abattue dans sa voiture. René Good. Visiblement, il y a un conflit qui fait qu'il y a des procureurs du Minnesota qui ont démissionné, qui ne sont pas d'accord avec la procédure judiciaire entamée par l'attorney général à Washington. Donc, Et sur Alex Pretty ? J'espère que les faits seront établis, que justice sera rendue. Si évidemment ces personnes ont été victimes de débordements, de comportements inqualifiables de la police, j'espère que les faits seront établis. Mais c'est qualifiable. C'est un meurtre, un assassinat, une exécution sommaire, publiquement, sans aucune forme de justice. On peut d'ores et déjà le qualifier, quoi. Après, bon, il est relativement habile dans sa réponse, au sens où il parle de ce truc de bras de fer, c'est pas clair au niveau de la justice, mais ce qu'il trahit, c'est qu'il dit « on verra ». On verra ce que la justice en dit. Sous-entendu, si la justice instrumentalisée de Trump finit par totalement sauver les agents de la ICE parce que c'est un putain de fasciste, et ben il dira ok. Donc du coup c'est bon, c'est ok. Il pourra avoir exactement le même discours en disant c'est horrible, on a les faits et j'espère que justice sera faite car justice doit être faite. Mais c'est pas ce qu'il dit, vous voyez. Les États-Unis sont un État de droit, comme la France, en tout cas en France, quand il y a un comportement inapproprié, voire un crime commis par les forces de l'ordre, il y a des procédures très strictes et la police française est la plus contrôlée du monde. Je ne pense pas que les États-Unis aient le Attends, quoi même... Il a dit quoi ? Très stricte et la police française est la plus contrôlée du monde. La police française est la plus contrôlée du monde ? Pardon ? Il dit ça ? Pardon ? Donc il y a El Hassen Diarra, un homme mauritanien de 35 ans qui est mort en cellule, tué par la police française. Le ministre de l'Intérieur a dit pourquoi on suspendrait ces policiers ? On s'en bat les couilles. L'IGPN ne fait que couvrir les policiers systématiquement. Ça a été documenté 1 milliard de fois. C'est un simulacre de justice interne à la police qui n'est là uniquement pour produire l'impunité. On est une exception en Europe en termes de violence et de doctrine de maintien de l'ordre violent. Ils sont couverts systématiquement. Regardez ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Il y a eu des enquêtes de Mediapart et tout. Ils ont récupéré les vidéos 1 an après qui sont sorties après avoir fait un travail de dingo d'enquête. Parce que sinon, genre, il n'y a rien qui sort jamais. Des gens qui ont fait des tirs tendus contre des gens en souhaitant pour certains leur mort, en disant c'est plus la piste de gauchistes, on va en tuer un pour calmer les autres, en faisant des tirs potentiellement létals en tirs tendus alors que c'est interdit. Totalement protégé par l'IGGN parce que c'était la gendarmerie et par le ministère de l'Intérieur. Il est en mode qui est la police la plus contrôlée du monde. Alors ça, c'est une fake news, monsieur. Alors là, la taille de la fake news, c'est quand même énervé. Waouh! Je ne pense pas que les États-Unis aient le même degré. Ils ont couvert le tueur de Noël, muté dans le sud à sa demande. Il a continué à recevoir un salaire. Enfin, c'est dit genre. Il y a des policiers qui ont été suspendus définitivement. Je crois que c'était des policiers de la BAC, interdits d'exercer dans la police pour avoir littéralement tiré à bout portant sur un mec, je sais plus que c'est l'affaire Nordine, là, où il était avec sa femme qui était enceinte. Et le mec, il a fini en prison. Malgré tout, alors qu'après il a été innocenté et que les 2 policiers qui ont été suspendus définitivement de la BAC, eux ils n'ont pas été en tôle, mais le mec sur lequel ils ont été tirés, alors même que la justice lui a donné raison par la suite, lui il a été en tôle. Et c'est le seul truc ces dernières années où des policiers ont été effectivement suspendus, quoi. La BAX des Yvelines, tout à fait. Donc quand il dit ça, nous autres gauchistes, j'ai pas besoin de tout réexpliquer, quoi. Mais dire la police française est la plus contrôlée au monde, mais il suffit juste de regarder nos voisins européens pour voir la taille du mensonge, quoi. C'est une dinguerie. Au contraire, nous, on a vraiment l'exception policière française, quoi.
D'ailleurs, c'est aussi pour ça, mais c'est aussi pour ça, moi j'aimerais. Mais Non, mais Marion oui, votre Maréchal question. parle d'un accident malheureux. Elle dit que c'est dû à des militants d'extrême gauche qui s'interposaient dans l'action policière. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Mais Marion moi, je ne Maréchal. sais pas. Vous savez, c'est-à-dire. Mais si tu sais, mais quand J.D. Vance dit c'était du terrorisme, du domestic terror, toutes les fake news et toutes les dingueries qui se passent au plus haut niveau de l'État fédéral aux États-Unis, les éléments de communication de Trump et J.D. Vance qui, minute 1, disent mais non, c'était des terroristes, on peut les tuer. Il y a besoin d'en savoir plus pour se positionner. Encore une fois, là, ça le trahit totalement. Au début, il avait une certaine habilité à dire oui, mais un machin, il y a un bras de fer dans la justice, tatati tatata. Et au final, tout ça pour dire je ne sais pas, on verra, hein, on verra. Je pense qu'il y a déjà suffisamment d'éléments pour dire que les États-Unis sont dans une grave dérive autoritaire et qu'il n'y a rien qui va, quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez bien les images. Bah oui. L'homme est à terre. Oui, mais il est ça, les désarmé. images, c'est une Vous chose. Moi, tout voyez ce que les je sais, images. c'est qu'il y a deux citoyens américains qui sont morts, que c'est en soi une tragédie. Mais vous Et n'êtes que pas la sûr que justice- c'est la responsabilité de ces Mais je policiers. ne suis sûr de rien, moi. Moi, je crois à la justice. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je suis un grand philosophe. C'est qui dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien? Platon, un truc comme ça? Non? Descartes? Non, c'est Descartes. Socrate? Pour moi, c'est Descartes en fait, je me suis trompé. Végéta? C'est pas Végéta. Tu as osé toucher à ma Bulma! Tu vas payer! Non, c'est Socrate. Ok, bref. Je crois à l'institution judiciaire, je crois aux enquêtes, je crois que la justice établit des faits que ni les journalistes ni les politiciens ne doivent établir à la place de la justice. Je crois que c'est ça les valeurs républicaines et que moi je pleure toute personne qui meurt sous les balles des forces de l'ordre ou qui meurt d'une manière générale et la justice doit établir la réalité. Mais par contre, vous voyez, la France, enfin les élites françaises qui sont totalement obsédées tout le temps par le modèle américain devraient plutôt être fières. Quelle élite française? Les élites françaises, dit-il, avec son salaire de député, monsieur budget du premier groupe à l'Assemblée nationale avec sa belle cravate violette. Tu fais pas partie des élites françaises, toi? C'est qui les élites françaises, Jean-Philippe Tanguy? D'où tu fais pas partie des élites françaises? Il fait clairement partie des élites françaises. Attendez, vous voulez voir sa page Wikipédia? Si lui fait pas partie des élites françaises, je sais pas qui fait partie des élites françaises. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Va falloir arrêter de parler des élites françaises, de l'intelligentsia, du système qu'on est au Rassemblement national. Il n'y a pas plus système que le Rassemblement national. Pardon. Ok, d'accord. Il a fait prépa. Non, il était à Henri IV à Paris, au lycée. Après, il a fait classe préparatoire au lycée Chaptal à Paris. Bon, c'est pas la meilleure prépa de Paris, mais quand même. Après, il a fait Saint-Cyr. Et après, il a fait l'ESSEC. Et après, il a fait Sciences Po Paris. Et maintenant, il est député. C'est pas un parcours de l'élite française, ça? Les élites, l'intelligentsia de gauche. Allez, nique ta mère ou non, ça va. Français. Le CV de technocrate, mais oui, c'est le plus techno de tout le RN. Hein. Voilà. T'as besoin d'imiter son zozotement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Par contre, le zozotement, c'est vraiment utile. Mais comment tu imites Jean-Philippe Tanguy sans zozotement? Vraie question. Ce serait comme dire, t'es obligé de te moquer de l'accent du Sud quand tu imites Éric Ciotti. C'est une imitation. Quand je le fais, c'est parce que c'est une imitation. Si j'arrête de faire le zozotement, je peux plus l'imiter. Alors après, la question se pose, c'est jusqu'où peut aller des imitations? Quelqu'un avec un accent malien, je vais pas faire une imitation, tu vois. Parce que ça ressasse l'imaginaire raciste et colonial, donc je vais pas le faire. Mais le zozotement, ça va, c'est pour Jean-Philippe Tanguy. Je suis sûr que même lui, il le prendrait pas comme un coup sous la ceinture. C'est le jeu de la politique, voilà. La liberté d'expression, on a le droit de caricaturer les politiciens. Après, c'est que je fais plein d'imitations, hein. Voilà. C'est que je fais plein d'imitations. Quand j'imite Éric Ciotti, je fais l'accent du Sud, mais j'ai rien contre les gens qui ont l'accent du Sud. Quand je limite Tanguy, je fais un zozotement, mais j'ai rien contre les personnes qui zozotent. Il y a plein de personnes que j'adore quand je fais sur la langue. Comme. J'ai pas d'exemple en tête, mais je sais qu'il y en a. Bon, bref. La police française et les forces de l'ordre. Désolé pour mon zozotement, c'est juste bof, je trouve. Bah, force à toi, Ousnavi, pour ça. Pardon, mais. T'enlèves pas la véracité de tes propos. Ok, bah, merci, mais je veux dire. On me pose la question parfois. Et pour moi, je trouve que pour Jean-Philippe Tanguy, c'est juste que c'est une imitation, quoi. Je sais pas. L'ordre française ne fonctionne pas du tout comme les forces de l'ordre. Mais après, les trucs par rapport à la glottophobie, etc., c'est un vrai sujet. Parfois, je me pose la question. Mais bon, j'ai fait mon arbitrage pour Jean-Philippe Tanguy. Je me dis que, vu que ça rentre dans le cadre d'une imitation et que je fais plein d'imitations de. Tu vois, si je faisais jamais d'imitation et juste dès que je parle de Jean-Philippe Tanguy, je me fous de son cheveu sur la langue, là, ça serait un peu zarbi. Mais là, je fais pareil un peu avec tout le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, s'il y a des gens qui sont un peu. Des gens qui ont eux-mêmes un zozotement et qui se sentent un peu. Ouais. Bon. Pardon.
la police française, les forces de l'ordre françaises ne fonctionnent pas du tout comme les forces de l'ordre états-unienniennes. Et un petit regard rétrospectif sur l'histoire de la violence aux États-Unis, c'est pas vraiment les valeurs françaises. Et Donald Trump a en partie reculé en faisant partir une partie de sa police de l'immigration. Il y a un vif débat aux États-Unis sur sa santé et même sa santé mentale. Est-ce que parfois, en l'observant, vous pensez qu'il est fou ou sénile? Non, mais pas du Oh, la question con, hein. Psychologiser les trucs comme ça, souvent c'est un peu bête. Alors après, pour certaines personnes, c'est pas totalement... comment dire? Parfois, c'est pas totalement con de psychologiser, quoi. Quand on parle d'un mec comme Donald Trump, effectivement, psychologiser un peu Donald Trump, bon. Parce qu'il est vieux, quoi. Il est vieux et parfois, il a l'air quasiment un peu sénile, quoi. Il y a des moments où il s'endort en interview et tout, quoi. Donc, à la limite, mais je veux dire, c'est vraiment pas l'angle le plus intéressant. C'est vraiment pas l'angle le plus intéressant. Et dire fou comme ça, bon, ça veut rien dire fou, hein. Voilà. Par contre, la question sur Biden n'était jamais posée. Aux États-Unis, elle était posée souvent. Hein. Elle était posée souvent. Attendez, il y a un commentaire. Pour nous, les droitards, quand Tanguy est un gauchiste, à cause de son programme économique socialiste. Aïe, 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 aïe. Bah, pour nous, gauchistes, t'es un facho et je te banne. Allez, hop là. du tout, mais ça, c'est quelque chose aussi des élites françaises ou européennes. Vous êtes pas, si vous trouvez que Jean-Philippe Tanguy est un facho, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive, les gauchistes. Allez, vous allez encore vous chier dessus. Qui passent leur temps à psychiatriser leur adversaire plutôt que de regarder nos propres problèmes. Je veux dire, le fait qu'on ait un comportement si rationnel avec Donald Trump ou les présidents américains, parce que les mêmes élites européennes ont cautionné les mensonges sur la santé réelle, pour le coup, moi j'ai rien contre lui. Attendez, juste il y a plein de messages dans le chat. Bonjour, juste pour dire que je peux pas rester ici, même si tu contredis les fascistes, on les voit partout tout le temps, je sature. Ah, tu donnes trop d'écho à la parole des fascistes, on les voit partout tout le temps, je sature. Alors après que tu satures parce qu'on les voit tout le temps et que du coup t'as la flemme de te les taper sur ce stream, je peux comprendre, mais enfin, ils sont absolument partout les fachos. Ils sont à l'Assemblée nationale, ils possèdent la moitié des médias, c'est pas moi qui leur donne de la visibilité. Hein. Si leur donner de la visibilité, c'est dégrossir leurs arguments et créer du contenu en opposition à eux, bon bah écoute, à ce moment-là, on les laisse avancer bêtement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Personnel de J'ai pas l'impression de plaformer Jean-Philippe Tanguy spécifiquement. C'est pas comme si j'allais faire des débats en tout bien, tout honneur avec des députés d'extrême droite, quoi. Voilà. Pendant des années, voilà, il y a une relation irrationnelle aux administrations américaines, c'est-à-dire que quand c'est les démocrates... Mais après que t'en aies marre de les voir et que du coup tu peux pas rester sur ce live, ça je comprends tout à fait. Une partie des élites françaises ne veulent pas voir ce que c'est que la puissance américaine, c'est-à-dire que tout ce que les États-Unis ont fait contre nous, par exemple sous Barack Obama, contre Alstom, contre la BNP, contre les intérêts français, on ne le voyait pas parce que Barack Obama était soi-disant un dieu sur Terre, et quand c'est Donald Trump, c'est le diable sur Terre. Moi j'aimerais qu'on ait une relation rationnelle avec les administrations américaines et qu'on voit que les États-Unis, au-delà de leur administration, défendent systématiquement leurs intérêts et ont un projet de société et des valeurs qui ne sont pas les valeurs françaises, ni les valeurs européennes d'ailleurs. Et j'aimerais que nous, parce que c'est ça la leçon de tout ça, on cesse de toujours aller chercher à l'étranger des modèles qui n'en sont pas et qu'on soit fiers de la France, qu'on soit fiers de l'identité française, qu'on construise quelque chose. Vraiment, il parle pour rien dire là. Il parle vraiment pour rien dire. Il est en mode genre, mais on s'en fout de ce que fait les États-Unis. Il est dans l'intérêt de son pays, donc soutien critique, nous aussi on doit être dans l'intérêt de notre pays. Mais alors si l'intérêt des États-Unis entre en collusion directe avec les intérêts de la France, sachant que c'est des pays qui sont alliés quand même, il se passe quoi, monsieur Tanguy? Typiquement, c'est les intérêts, il défend les intérêts américains par rapport au Groenland, on peut dire Donald Trump. Dans les intérêts de la puissance de la nation américaine, que Donald Trump se dit on va s'emparer du Groenland, effectivement, il défend les intérêts de sa nation. Mais quid des intérêts de la nation du Danemark? Si tous les pays d'Occident, si tous les pays du monde ont un pouvoir à la Trump qui défendent leurs intérêts avant tout et les intérêts des Américains et de leur nation. Ça donne quoi à la fin? Ça donne la guerre un peu. Parce que les intérêts, ils rentrent en collusion. Non? C'est là que son analyse est totalement conne, quoi. Chose qui soit français en France et qui n'ait pas besoin toujours de se raccrocher à je ne sais quel modèle étranger. On peut s'inspirer des bonnes pratiques. Effectivement, mais parfois ça vient de votre camp. C'est Marion Maréchal, qui est votre allié, votre seul allié à l'Assemblée. Elle dit qu'il faut s'inspirer de la méthode... On dit à l'Assemblée, elle parle du Parlement européen. Donald Trump. Donc la question c'est aujourd'hui, l'URN au pouvoir, est-ce qu'il s'inspirerait de certaines choses de Donald Trump et notamment en matière en collision, de lutte pas contre l'immigration, parce que ça c'est un combat que vous partagez avec le président américain. Voilà. Bonne question un peu, parce que là on parle beaucoup de la ICE. La politique anti-immigration du RN, pour le coup, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport aux États-Unis. Déjà, en vérité, la politique anti-immigration actuelle en France sous Macron, il y a des vrais points communs avec les États-Unis. Alors, c'est pas une milice privée, enfin semi-privée, pas privée, mais c'est pas une milice directement inféodée au président de la République et qui fait ce qu'il veut totalement en roue libre, avec des gens sans aucune formation qui s'organisent de manière paramilitaire pour aller faire des grandes rafles.
malgré l'opposition des citoyens, donc il y a quand même une vraie différence, mais il y a des vrais points communs. Et notamment, nous aussi, on a des centres de rétention administrative dans lesquels on met des familles entières sur la base d'aucun délit dans des lieux de privation de liberté, de la même manière qu'aux États-Unis. Et effectivement, aux États-Unis, c'est pas nouveau avec Trump, ça. Donc il faut regarder ce qui est différent sous Trump par rapport à ce qu'il y avait avant déjà aux États-Unis. Et effectivement, sous Barack Obama, il y avait déjà des immigrés, des exilés qu'on mettait avec les enfants dans les familles entières dans des espèces de camps de rétention avec des conditions absolument immondes. Et ça existait déjà avant. Et ça existe aussi en France. Donc il y a des vrais points communs entre la politique migratoire américaine de Trump et la politique actuelle en France. Mais de la même manière que ça monte quand même d'un ou deux crans sous Trump, là, sous son deuxième mandat, avec le RN, il s'appuierait sur ce que fait déjà Macron et ses prédécesseurs pour monter aussi de deux crans au-dessus. Donc là-dessus, il y a une vraie analogie en tirer à la fois entre la politique migratoire française et la politique migratoire américaine, et avec à quel point ça va aller accélérer dans le pire du pire quand c'est l'extrême droite qui arrive au pouvoir, avec Trump aux États-Unis, et si le RN arrive au pouvoir, ça va faire pareil que ça, c'est clair. Non, je ne pense pas que ce soit les mêmes défis, la même façon de procéder. Eh ben si. Qu'on considère que Donald Trump fait des promesses et après qu'ils sont suivis des faits. Bon, c'est sans doute la seule chose dont on peut s'inspirer de Donald Trump, mais c'est pas du tout la même politique qu'il faut mener en France. Pourquoi ? On est de toute façon pas dans la même situation. Non, mais attends. Même Retailleau, il a commencé à vouloir organiser des rafles de migrants exactement comme Trump. C'était un peu moins violent, entre guillemets, quoi, parce que c'était pas sous forme de milice paramilitaire, comme je le disais. Mais Retailleau, quand il était ministre de l'Intérieur, il était en mode genre, ok, on va faire des contrôles généralisés partout, dans toutes les gares, pour essayer de voir s'il n'y a pas des gens en situation irrégulière. Comment tu fais des contrôles comme ça ? Tu vas contrôler tous les gens qui sont pas blancs pour voir s'ils sont pas en situation irrégulière ? Et de la même manière, quand il a tenté d'organiser ça, c'était à Gare du Nord et tout, il y a eu plein de militants et de gens français de gauche qui ont essayé de aller pour déranger les policiers de manière pacifique, en essayant de leur faire perdre du temps exactement, etc. Exactement comme ce qui se passe avec la ICE aux États-Unis. Il y a eu déjà un truc qui ressemblait à ça avec Retailleau en France. Et donc là, il est en mode genre, mais alors, ça n'a rien à voir. Si on fait ça en France, ça ne sera pas du tout pareil. Pourquoi vous comparez l'incomparable ? Parce que c'est totalement comparable. C'est totalement comparable. Capgemini, entreprise française au service de la ICE, ouais, j'en ai entendu parler, mais on en parlera une autre fois. Mais oui, c'est une dinguerie, ça. Les États-Unis sont un pays continent au sein de l'hémisphère américain. Nous sommes un pays au confluent d'une péninsule euro-asiatique en face de l'Afrique. Ça n'a aucun rapport. Voilà, donc. Ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas de personnes qui fuient la guerre et leurs conditions d'existence trop dures pour tenter de rejoindre l'Europe au risque de leur vie. Voilà, ça n'existe pas de la même manière que ça n'existe pas aux États-Unis. C'est juste qu'ils viennent pas du même endroit, mais c'est la même dynamique derrière. Les mêmes méthodes au pouvoir. C'est pas la même situation, c'est pas les mêmes méthodes et c'est pas la même histoire. Je veux dire, l'histoire de la violence, l'histoire du racisme aux États-Unis n'est pas du tout, et je m'en félicite, l'histoire française. Et je comprends pas cette obsession permanente. Enfin, je la comprends puisque je l'ai étudiée, mais je la déplore. On connaîtra ce matin le nombre de titres de séjour délivrés en C'est pas le même rapport au racisme. C'est vrai que c'est pas le même rapport au racisme, notamment parce que eux, c'est une société bâtie sur l'esclavage. Et donc le racisme par rapport aux Noirs américains, c'est différent du racisme et du rapport au racisme en France, où nous on lit ça directement plus à l'immigration, quoi. Voilà. Eux, ils peuvent pas dire, c'est pas des immigrés les Noirs américains aux États-Unis. C'est des descendants d'esclaves. Ils sont depuis aussi longtemps sur le territoire américain que les Blancs. Et donc le racisme, pour ça, a pris des formes effectivement différentes historiquement. C'est vrai. Mais c'est quoi le putain de rapport en fait ? Une fois que tu as dit ça, tu dis oui, mais bon, sur le sujet de l'immigration actuelle, il y a quand même des vrais points communs. Il est en mode genre, en fait, il y a des différences, donc on va pas comparer les choses qui ont des différences. Oui, mais il y a aussi des énormes points communs qui sont certainement plus structurants que les différences aujourd'hui, à l'heure actuelle. Comment ils tentent de zigzaguer pour fuir les questions, genre. C'est insupportable. Puis un truc qui m'énerve, c'est de faire croire que c'est inédit dans l'histoire américaine, alors que la conquête de l'Ouest, c'est littéralement des vigilantes qui ont buté des Indiens. Ils reprochent même aux Anglais de pas les laisser faire ça dans la déclaration d'indépendance. Mais oui, de fou. Ça rappelle comment fonctionnent les États-Unis, quoi. Alors après, dernièrement, on n'a pas vu ça de manière aussi spectaculaire et violente depuis bien longtemps, quoi. Mais oui. Ouais. Enfin, de la même manière que l'histoire des États-Unis d'Amérique s'est bâtie sur la violence, sur le racisme, sur la colonisation, en France, c'est pareil. Tiens. Donc voilà, un beau point commun, on peut comparer, non ? France, l'an dernier, les délais d'obtention s'allongent, 40 jours de plus pour une première Après, demande. c'est vrai qu'il y a des différences, mais peut-être que les points communs sont plus structurants que les différences, comme je disais. En 2024 comparé à 2023, c'est la preuve que le gouvernement n'est pas aussi laxiste que vous le dites, non ? Non, mais on est à des niveaux. De quoi ? J'ai pas entendu la question. Répète. En France, l'an dernier, les délais d'obtention s'allongent, 40 jours de plus pour une première demande en 2024 comparé à 2023. C'est la preuve que le gouvernement n'est pas aussi laxiste que vous le dites, non ? Non, mais on est à des niveaux très élevés.
Donc le niveau est très élevé, très préoccupant, et c'est une absence de contrôle qui n'a rien à voir aux promesses qui ont été faites aux Françaises et aux Français, en particulier à l'époque par Bruno Retailleau. Donc on est très très loin des engagements de Bruno Retailleau. De toute façon, ces gens... Quels engagements de Bruno Retailleau? C'est en mode genre on veut moins d'immigration, il y aura zéro immigration. Si tu veux vraiment avoir moins d'immigration, etc., renvoyer des gens dans leur pays d'origine, etc., ça ne fonctionne pas parce que quoi que tu fasses, je l'ai déjà dit la dernière fois, peu importe la hauteur des murs que tu mets et la violence de la police aux frontières que tu mets en place, il y aura toujours des gens qui fuient la guerre, qui fuient la violence pour tenter de rejoindre l'Europe. C'est juste dans quelle mesure tu décides de les accompagner vers la mort. C'est ça la vraie question. L'immigration, il y en aura toujours, pour des raisons qui dépassent largement le cadre de la politique française européenne en réalité. Donc la vraie question, c'est pas alors quel taux d'immigration on veut. C'est en mode, c'est la question, c'est l'accompagnement vers la mort des personnes exilées. C'est vraiment ça. Nous, en fait, pas la volonté de changer la politique migratoire, et c'est pour ça qu'il y a que la rupture qu'incarnent Marine Le Pen et Jordan Bardella qui est capable de faire quelque chose sur ce... C'est pas une rupture, c'est exactement dans la continuité des politiques macroniennes. D'ailleurs, il suffit de regarder comment Jordan Bardella, de moins en moins, c'est le candidat de la rupture. Hein. Il est là en train d'essayer de faire exactement comme LR avant lui. Quoi. C'est la même chose. C'est la même chose en plus raciste, avec des gens encore plus fachos. Quoi. Le rapport aux institutions sera peut-être un peu différent de la Macronie. Mais en vrai, sinon, sur le fond, c'est juste, on prend le bilan de ce qu'a été Macron, et sur la plupart des trucs, en tout cas sur les questions migratoires, sur les questions sécuritaires, sur les questions internes à la France, sur la géopolitique, il y a peut-être des choses différentes pour le coup, mais surtout ce qui est interne à la France et sur les questions sécuritaires et migratoires, qu'on appelle souvent régaliennes, etc., ça sera dans la plus pure continuité. Ça va s'appuyer sur le socle macronien qui vous a déroulé le tapis rouge pour prolonger sa politique et la montée d'un cran dans le racisme et la violence. Mais c'est pas la rupture, qu'est-ce que tu racontes ? Aussi comme tous les autres d'ailleurs. Si vraiment vous vouliez faire la rupture, vous ne seriez pas allié avec Éric Ciotti, président de LR, au moment où il s'est allié avec vous, quoi. Ça, c'est ce que vous dites, mais Oui, ce matin, Anaïs Place, qui est avocate, notamment spécialisée dans le droit des étrangers, dénonçait un problème d'idéologie en France, justement parce qu'on a durci la loi, parce qu'on a durci les consignes au ministère de l'Intérieur. On demande plus d'expulsions, on réduit la durée des titres de séjour, ça rajoute du travail aux agents, et il y a engorgement, retard, dysfonctionnement, qui touche aussi parfois ceux qui sont en situation régulière. Est-ce que c'est pas le signe que la France n'est pas laxiste, non ? Non. Et voilà. Tout à l'heure, je disais, sur les plateaux télé, ils ont qu'un seul truc à faire, c'est apporter la contradiction. Enfin, ils ne savent poser leurs questions que comme ça. À chaque fois, ils sont en mode genre, oh, je vais amener la contradiction. Parfois, ça ferait un peu plaisir, en mode genre, oh, ils mettent le nez du RN dans leur caca, c'est bien. Sauf que là, ils apportent la contradiction d'une manière qui est absolument atroce, parce qu'ils sont en mode genre, vous dites que la justice est laxiste et qu'on a une politique laxiste de l'immigration, mais au final, c'est pas si laxiste, non ? Bah oui, mais ça, faut le dénoncer. Là, ça rentre un peu dans son jeu, ça rentre directement dans le narratif du RN. Voilà, donc apporter la contradiction, parfois, ça mène à ça. T'appuies le narratif de l'extrême droite pour tenter d'apporter la contradiction à l'extrême droite. Vous avez tort quand vous dites que la justice est laxiste. La justice, elle est pas laxiste dans ce pays. Non, c'est bien au final. C'est bien. Démocratique, c'est sans doute vrai, qu'il n'y ait pas assez de moyens pour le coup et d'agents dans les préfectures, c'est évident. En commission des finances, on étudie chaque année le budget attribué aux préfectures. Nos préfectures sont appauvries, ont été démembrées. Il faut dire que l'émergence des collectivités territoriales au détriment des services concentrés de l'État et des préfectures a été tragique, avec des recrutements, notamment dans les intercommunalités et les grandes régions qui ne servent pas beaucoup le service public, mais les moyens qui sont mis dans les baronnies locales ne sont pas mises au service de la préfecture, et les préfectures sont démunies et débordées par le phénomène migratoire qui effectivement peut toucher des honnêtes gens à la fin, puisque comme on n'applique pas la loi pour les clandestins et les gens qui n'ont rien à faire chez nous, qui n'ont plus le droit de l'être, les personnes qui travaillent et qui respectent nos lois sont parfois touchées effectivement par cette incapacité à suivre, mais c'est une fois plus la submersion migratoire qui explique cela. C'est-à-dire on ne va pas tout faciliter. Ah bah on est passé à plus de 500 000 par an migrants dans notre pays, et si j'ajoute cela, l'émigration des talents français, c'est dramatique. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous voyez, on parlait des États-Unis, dans les nombreux tabous. L'émigration des talents français, c'est toujours le même discours de con. Et ça, encore une fois, c'est pas un discours qui est propre à l'extrême droite en vérité. Hein. Tu prends la droite LR, c'est ce qu'ils disent plus ou moins depuis toujours, quoi. Depuis des décennies, quoi. C'est en mode genre, il y a plein de migrants islamisés, assoiffés de sang, qui viennent en France. Pendant ce temps-là, nos bons talents français, ils partent dans des pays libéraux pour gagner plus de thunes à cause de la Sécu. Ouais, ok, d'accord. Hein. Ok, Nicolas Sarkozy. Hein. France, c'est la fuite des cerveaux. Mais stop. À ce moment-là, mettons plein d'argent dans la recherche. Investissons
pour l'industrie française, je sais pas. Débloquons de l'argent public pour des grands projets qui créeraient de l'emploi et qui maintiendraient nos fameux cerveaux français sur place. À ce moment-là, mais ils veulent saboter la dépense publique en permanence, être dans une forme de laisser-faire totalement débile qui favoriserait effectivement cette soi-disant fuite des cerveaux. Après, il peut y avoir ça à très haut niveau, mais ça reste relativement minoritaire. À ce moment-là, mettez de l'argent dans la recherche, mettez de l'argent dans des grands projets d'investissement pour l'avenir. Et ça va créer de l'emploi, ça va inciter les gens à rester en France si c'est vraiment ça ce que vous voulez. Et puis même, ça peut permettre l'intégration des personnes migrantes qui arrivent en France. Voilà, on fait des espèces de grands chantiers, des grands plans de relance et d'investissement qui créent de l'emploi. Et au lieu de laisser dans la misère et à la rue des personnes qui ont traversé l'horreur et l'enfer pour tenter d'arriver en Europe et avoir un travail qui sont ultra déter pour travailler, au lieu de laisser dans la rue tomber dans la vie de la rue qui détruit les gens, et bah hop là, il y aurait plein de trucs, plein de travail pour tout le monde, pour les Français, pour les immigrés, ça ferait des cotisations sociales, on sera à l'équilibre sur la sécu pour le système de retraite, let's go. Mais à ce moment-là, il faut arrêter d'avoir une politique libérale de con, de réduction des services publics, et les seuls trucs où on veut bien augmenter la dépense, c'est pour tenter de freiner l'immigration. C'est complètement con. C'est vraiment absurde d'avoir une politique comme ça. C'est totalement déconnecté de ce qu'on devrait faire réellement, et ce qui pourrait être en accord avec l'état concret du monde, quoi. Dénigration, c'est-à-dire le départ des Mais talents. pour ça demande déjà une condition, c'est de ne pas être des gros racistes qui estiment que par essence, si des gens n'ont pas la bonne culture et la bonne couleur de peau, ils n'ont rien à faire en France et c'est un petit peu des racailles, quoi. Voilà. De France vers Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, monsieur Manhattan. Non, cela irait à l'encontre de leur racisme, ça ne colle pas. Eh oui, eh oui. les États-Unis, vers le Canada, vers la Suisse, vers le Luxembourg. On en parle très très peu. Voilà, c'est dommage parce qu'en fait, ce qui appauvrit aussi. Son chiffre de 500 000 est faux, mais on s'en fout que ce soit vrai ou faux. Attends, 500 000 nouveaux travailleurs potentiels en France, bah trop bien. S'il y avait suffisamment d'emplois, parce que la France se donnait les moyens de faire des projets, etc., ça ferait 500 000 personnes qui cotisent en plus pour la sécurité sociale. Et en vrai, c'est déjà le cas. Sur ces 500 000 immigrés, il y a combien de personnes qui vont finir par effectivement trouver un travail, cotiser, participer à l'activité économique du pays? Complètement con. On a un problème de pyramide des âges et on a des migrants qui tentent de venir en France pour avoir une vie meilleure. Bah parfait. Normalement, on devrait se dire, bah très bien, tant mieux. Notre pays, c'est que beaucoup de jeunes, beaucoup de talents. Je dis ça, c'est déjà le cas. Le nombre de travailleurs qui n'ont pas la nationalité française, qui travaillent, qui cotisent via leur travail pour la sécurité sociale, qui payent de la TVA, qui cotisent au budget de l'État, t'enlèves tous les travailleurs sans papier en France, le système s'écroule. Alors je dis pas, il faut faire venir exprès des travailleurs sans papier, exprès pour maintenir notre système social parce qu'on a besoin d'eux dans des tâches ingrates. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais soyons un peu pragmatiques. Il y a des gens qui essaient de rejoindre la France pour tenter d'avoir une vie meilleure et un travail. On a un problème de cotisation sociale et d'équilibre, etc. Et bah très bien. Normalement, ça devrait se dire, ainsi soit-il, bah, ça va augmenter l'activité économique du pays et c'est bien, c'est une bonne chose. On devrait juste se dire ça. Ce qui n'est pas une raison pour leur dire, ah super, venons faire venir des migrants pour les tâches ingrates. Mais s'il y a des gens qui viennent, et bah, créons de l'emploi et très bien. On devrait se dire ça devrait être le logiciel de base. Mais c'est pas le logiciel de base parce qu'il est dans une panique raciste et civilisationnelle de dire la France va disparaître à cause du grand remplacement. Et du coup, ça leur empêche de réfléchir de manière logique, pragmatique et constructive, quoi. Voilà. Toute formation d'ailleurs fuit notre pays. Voilà, ils préfèrent mettre exactement, non, il faut plutôt que les femmes deviennent des pondeuses pour qu'on se réarme démographiquement avec des blancs. Voilà. Ça va venir aussi beaucoup de scientifiques et de talents américains qui n'ont pas envie de rester sous la politique de une politique de bouche-trou. Non, c'est pas une politique de bouche-trou, c'est une politique de accepter qu'il y ait de l'immigration et de se dire, le but c'est de bâtir un destin tous ensemble. Avec les futurs Français qui n'ont pas encore la nationalité qui viennent d'arriver, les vieux de la vieille, les Français de souche bien blancs. Et voilà, tous ensemble, on bâtit un avenir commun français, quoi, mais qui n'est pas basé sur l'identitaire et du culturel. Vous voyez ce que je veux dire? Venir aussi beaucoup de scientifiques et de talents américains qui n'ont pas envie de rester sous la politique. Non, c'est pas dire il y a une immigration utile et une immigration inutile. C'est que toute immigration, si on se donne les moyens d'avoir une politique d'accueil, est plus utile qu'inutile. Donc faisons une politique d'accueil. C'est ça que je veux dire. C'est pas la même chose. Vous voyez, c'est pas en mode ceux qui servent à rien on les laisse pas venir, ceux qui servent à quelque chose on les laisse venir. C'est que si on se donne les moyens, tout le monde sert à quelque chose. Et donc l'immigration n'est pas un problème par essence. Économiquement en tout cas c'est même un avantage. Voilà. Donald Trump. D'ailleurs attendez. La première puissance mondiale, c'est un pays qui a été basé sur l'immigration massive. C'est les États-Unis d'Amérique littéralement. Les États-Unis d'Amérique, pays d'immigration par excellence historiquement. C'était que des immigrés aux États-Unis. Bon, pour des mauvaises raisons parce qu'ils ont génocidé les Indiens, les natifs américains. Certes. Mais je veux dire, quand on regarde de manière très pragmatique, actuellement, la première puissance mondiale s'est bâtie dans un pays qui était full immigration. Donc ça veut bien dire que l'immigration, ça peut être plus une force économique qu'autre chose, quoi. Oui, ils ont juste pillé le pays et tué ses habitants, je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire, une fois que ça a été fait, en tout cas, ça reste une preuve de dire que l'immigration en soi, c'est un avantage économique plus qu'autre chose. Voilà.
Bah, c'était un peu Jean-Philippe Tanguy. pipi. Tu parles des besoins des gens, plus de monde, c'est mieux que moins de monde. Voilà, exactement. Intéressant votre question, Dame Lambré, parce que c'était un peu pipeau, parce qu'effectivement, on nous a annoncé beaucoup d'arrivées de talents des États-Unis. Notamment à Marseille. Il n'y a pas eu grand-chose. Il y a Voilà. pas eu Et puis, il y a grand-chose. beaucoup eu dans les sciences humaines, c'est très sympathique, mais dans les sciences dures, il n'y a pas eu grand-chose. Jean-Philippe Tanguy, en Iran, le bilan de la répression pourrait être bien plus élevé que les milliers de morts déjà. Ceux qui viennent et qui ne bossent pas, ça va quoi pour le pays premier degré? Alors pourquoi ceux qui viennent et qui ne bossent pas, c'est parce qu'il n'y a pas, on ne se donne pas les moyens d'une politique d'accueil et les moyens de créer de l'emploi sur place, etc. C'est ce que je disais. Et on s'en fout parce que de toute manière, regardons concrètement. C'est pas comme s'il y avait des hordes de retraités qui ne peuvent pas travailler, qui venaient en France. Ça n'existe pas. 99% des exilés, ils risquent leur vie littéralement. Ils voient leurs camarades mourir sur la route pour arriver en France dans un espoir, c'est d'avoir une vie normale, de juste avoir un boulot, pouvoir travailler. Voilà. Donc partons du réel. Le réel, c'est ça. C'est pas des gens qui viennent pour glander. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. confirmé. Le photojournaliste iranien, franco-iranien Reza était l'invité de France Info. J'ai ce pas écouté matin. sa réponse, mais Il peu parle de importe. 50 000 morts. Le régime iranien Attends, 50 000 morts 50 000 morts dans la répression en Iran. Ah, moi j'étais resté sur 3500, mais ça a augmenté de fou. Aïe, aïe, aïe. ne va pas tomber par les manifestations. Ça, c'est impensable. Ce que, dans ma lettre, j'avais demandé... En plus, là, on s'enferme dans un argument économique. Rien que l'argument moral suffit à défendre une politique d'accueil sérieuse. Oui. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. De toute façon, il faut accueillir les gens qui fuient la guerre, etc. Parce qu'il faut accueillir les gens par humanisme et par humanité. Ça, je suis absolument d'accord. Mais je veux dire, quand je dis ça, c'est pour dire que leur discours, qui se veut pragmatique, en vérité, il est complètement con. Ils sont en mode genre, il faut partir du réel, les gauchistes refusent le réel, alors que c'est eux qui refusent les réels et que leurs arguments puent la merde. Mais évidemment, c'est pas pour ces raisons-là qu'il faut faire venir des gens parce que c'est bon économiquement ou mauvais économiquement. Mais c'est juste que, très concrètement, c'est l'immigration. Si on s'en donne les moyens, c'est une bonne chose. Point à la ligne. Ça devient... Il y a des problématiques qui se créent à partir du moment où, au lieu d'avoir une politique d'accueil, on a une politique de répression et anti-migratoire. C'est juste ça que je voulais dire. Ouais, mais on est d'accord. Voilà. On peut pas accueillir tout le monde. À un moment, il y a un goulot d'étranglement. Mais on n'accueille pas tout le monde. Regardez les chiffres de l'immigration. Quand il y a des gens qui fuient un pays, c'est quoi le premier pays qui les accueille? C'est les pays frontaliers. C'est une petite minorité des gens qui migrent dans le monde, qui vont en Europe et en France en particulier. Donc c'est pas vrai qu'on dire ça. Limite de place d'emploi. Il y a des limites de place en France. Il n'y a plus de place en France là. Moi, quand je suis sorti de chez moi, on se bouscule dans la rue là. Ah, il y a trop de monde partout. Allez. Il y a 2 semaines à M. Macron en disant il faut créer une coalition. Au moment où il y avait la crise migratoire par rapport à la guerre civile en Syrie, Zantrush, quand tu regardes les Syriens qui ont fini par arriver en Europe par rapport aux Syriens qui sont restés qui n'ont pas traversé la Méditerranée, il y a eu infiniment plus de Syriens qui ont été réfugiés en Turquie, par exemple, que dans des pays membres de l'Union européenne. Infiniment plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Quand tu regardes le nombre de personnes migrantes dans le monde au total, les exilés qui arrivent en Europe, c'est qu'une petite partie. Donc encore une fois, tout ça, quand on regarde le réel, on accueille très peu de gens par rapport à d'autres pays. International. D'autres pays pourtant plus pauvres que nous. Voilà. Bon bref, allez, on revient sur l'Iran. 50 000 morts. Le régime iranien ne va pas tomber par les manifestations. Ça, c'est impensable. Ce que, dans ma lettre, j'avais demandé il y a 2 semaines à M. Macron en disant il faut créer une coalition internationale, de prendre une décision, quoi qu'il soit. Est-ce que la France devrait créer une coalition internationale pour potentiellement intervenir en Iran? Ouais, c'est vraiment une question très difficile. C'est pas pour pas répondre, mais face évidemment à ce massacre et face au courage admirable des Iraniens, on a envie effectivement d'intervenir pour protéger ces personnes innocentes et courageuses. Mais les interventions étrangères finissent quasiment toujours mal, y compris pour le peuple libéré ou concerné. Et il faut en fait que, même si c'est très difficile à dire évidemment, puisqu'on est très confortable ici, que le peuple iranien trouve le chemin de sa libération par lui-même et sa dignité par elle-même, parce qu'effectivement les peuples qui sont libérés ou sauvés par des intérêts étrangers, souvent ont beaucoup de mal à s'en remettre finalement. Donc, Et on a Ouais, oui, bon, voilà, là-dessus, oui. Bon, j'ai pas de contre-argument à ça, en vérité, il a un peu raison, là, pour le coup. Le RN contre l'interventionnisme. Alors après, c'est probablement hypocrite de sa part, mais quand il dit ça, pour le coup, bon, bah oui, je peux pas m'inscrire en faux, là-dessus, il a raison, c'est vrai, ça. prend que le Alors, moi, porte-avions... j'essaie d'être de bonne foi, j'essaie d'être honnête intellectuellement. Là, franchement, grosso modo, là, ce qu'il dit, c'est OK, hein. Pas de souci, effectivement. Américain, Abraham Lincoln. Il et tient la son ligne de escorte. Jean-Luc, là, bon, c'est pas uniquement la ligne de LFI, quoi. Mais là-dessus, OK. Là-dessus, pour le coup, c'est vrai, c'est vrai. Sont arrivés hier au Moyen-Orient. Il a dit les on craint termes, hein, une c'est moche, mais oui, intervention c'est vrai. immédiate Soyons honnêtes. américaine. On craint. Non, excusez-moi. Soyons honnêtes. mal à Soyons s'en pas des remettre. contrariennes de cons, quoi. Voilà. Là, il dit un truc.
C'est vrai, je suis d'accord avec lui, bon bah je le dis. Finalement. Donc, Et on apprend que le porte-avions américain Abraham Lincoln et son escorte sont arrivés hier au Moyen-Orient. On craint une intervention immédiate américaine. On craint ou pas d'ailleurs. Est-ce que pour vous ce serait... On comprend que vous prenez des pincettes évidemment en vue du recul historique, mais est-ce que pour vous c'est nécessaire une intervention américaine ? ça dépend de quelle intervention. Quand les États-Unis ont détruit les interventions nucléaires iraniennes, ça n'a pas Donc perturbé. Tanguy, il est pro-TDS, c'est vrai, il est en mode rouvrons les maisons closes pour aider nos travailleuses du sexe face au réseau de traite d'êtres humains. Il est anti-impérialiste, il est anti-interventionnisme, alors on va dire anti-impérialiste, mais à côté il est raciste et islamophobe. C'est vrai que c'est étrange, tiens. Étrange. Je vois pas le rapport. Ah, peut-être tu connais pas toutes ces déclarations. Le peuple iranien, ça ne l'a pas empêché de poursuivre son émancipation et sa libération. On peut intervenir ponctuellement pour affaiblir le régime, affaiblir les passes d'Aran, le régime des gardiens de la Révolution. Il y a sans doute des interventions qui sont possibles et ponctuelles. La difficulté aussi, c'est en lien aussi avec ces forces de libération, ces forces qui veulent libérer leur pays, qui sont, sauf erreur de ma part, pas organisées ou qui n'ont pas de représentants. Par exemple, quand les Américains ont libéré la France, il y avait la France libre, il y avait des organisations de résistance qui permettaient de lier la libération du territoire par des nationaux et l'intervention étrangère. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, ces connexions n'existent pas et ça rend difficile la libération du peuple iranien et une aide étrangère. Jean-Philippe Tanguy, dans un instant, on va parler des réseaux sociaux, notamment, et des municipales. Mais tout de suite, il est 8h47 et c'est l'info en 1 minute avec Sarah Ders. Du coup, je lisais le chat là, je Les comprends pas ce qui se passe, intempéries aux j'ai États-Unis. suivi qu'à moitié là ce qu'il a dit sur la fin. Bon, allez, on va passer à la suite. Le flash info, on s'en fout. Clac, 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 clac. Avec Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme. Paul, on parle maintenant des réseaux sociaux avec une avancée dans la nuit. Une loi qui interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans à partir de la rentrée prochaine a donc été votée cette nuit. Une étape majeure, salue le président Macron sur X, parce que, écrit-il, le cerveau de nos enfants n'est pas à vendre ni aux plateformes américaines ni aux réseaux chinois. Un texte soutenu par vous, soutenu par le Rassemblement National. Mais vous pensez vraiment que ça suffira ? Non, vous avez raison, il faut... Là-dessus, je suis partagé. Pour une simple et bonne raison. En soi, mieux réguler Internet pour les enfants, ça me paraît vraiment une bonne idée. Parce que voilà, soyons un peu honnêtes, des enfants abreuvés aux réseaux sociaux des 6 ans, si on peut tenter d'une manière ou d'une autre de réguler ça, j'estime que réguler un truc aussi sauvage que peut être Internet, pour moi je suis plutôt pour, et je pense qu'effectivement dans l'intérêt de nos enfants, ça peut être une bonne chose. Mais, mais ça prend quelle forme exactement ? Si c'est fin du pseudonymat et de l'anonymat sur Internet, dès que tu vas sur n'importe quel site, obligé de montrer ta carte d'identité avec tes infos privées tout le temps, peu importe ce que tu fais, ça peut vraiment poser des immenses problèmes liés aux libertés individuelles, etc. Donc la question, oui, c'est qui régule ? De quelle manière ? J'ai très très peur de la manière dont ça va être fait. Et est-ce que ça va pas être une manière détournée de nous fliquer toujours plus ? Bah si, probablement. Mais d'un autre côté, je pense que réguler mieux pour les enfants et pour les jeunes, les réseaux sociaux et tout ce qui est un petit peu Internet et compagnie, je suis quand même pour en soi. Sur le fond du sujet, je suis pour. Mais sachant que c'est les macronistes qui le font avec l'appui du RN, ça va être quoi en mode maintenant pour aller sur Internet, t'es obligé de relier à ton compte France Connect qui est directement lié à ton identité, etc. etc. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est hyper dangereux pour les gosses que de les interdire totalement. C'est aussi hyper dangereux pour les gosses que de les interdire totalement. Parce qu'ils pourraient détourner d'une manière ou d'une autre. Bah ouais. Après, du coup, comment essayer de se débrouiller pour réguler ça de manière constructive et que ça se fasse pas un contre son camp. Et ça, moi, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que là, la manière dont ils vont le faire, j'ai pas du tout confiance, quoi. Il faut aller plus loin, il faut évidemment une politique éducative forte, une incitation pour nos jeunes à lire, à découvrir toutes les formes de culture, à s'approprier notre identité, notre héritage culturel pour développer leur esprit critique. Voilà, l'interdiction des réseaux sociaux. Ça forcer les plateformes à modérer, ça serait peut-être plutôt mettre cette responsabilité-là sur les plateformes et les GAFAM, de leur dire mais attendez, c'est illégal si vous avez des mineurs sur vos plateformes et après on se démerde pour vous niquer, et ça serait plus aux plateformes elles-mêmes de réguler le truc. Si ça passe directement par l'État français centralisé et lié à France Connect, mes couilles, je sais pas. Mais là-dessus, en vrai, c'est un sujet que je connais relativement pas dans les détails, quoi. Donc, ouais. À elle seule ne suffit pas. J'espère que c'est une première étape ou une étape parmi d'autres. Je pense pas que le fait d'interdire les réseaux sociaux va pousser les jeunes à aller sur d'autres sites et plateformes pas du tout réglementés. Mais après, ça, c'est tout le temps la même question quand on régule, quoi. Faut pas être non plus dans une espèce de forme un peu de naïveté à dire ah bah dès qu'on veut réguler un truc qui passe par des interdictions, du coup ça va faire des contournements et ça va être encore pire, quoi. Vous voyez ? Ça dépend de quoi on parle. Mais je sais pas, là-dessus, franchement, j'ai pas
Tout n'est pas formulé de manière extrêmement carrée dans ma tête. C'est plus plein de questions que je me pose et d'inquiétudes que j'ai. Mais je peux pas vous dire, voilà exactement ce que je pense et ce qu'il faudrait faire là-dessus. Je peux pas, quoi. On revient au même débat qu'en 2003-2004. Est-ce que c'est aux hébergeurs ou aux États de réguler? Ouais. Bah ouais. Mais moi, de base, je suis pour réguler des choses quand c'est trop sauvage. Ça fait le jeu du capitalisme non régulé, quoi. Voilà. Normalement, quand on est de gauche, réguler le capitalisme et tous ses excès, c'est un petit peu aussi la base de la base. Bon, ou alors abattre le capitalisme, mais en attendant, réguler, quoi. Voilà. De la même manière qu'à un moment donné, interdire des choses par rapport à la cigarette, par exemple, c'est pas en mode genre ah mais oui, mais on interdit de fumer dans les lieux publics, du coup, ça va aggraver le tout. Réguler, lutter contre le tabagisme en passant par des interdictions, ça marche, ça a marché. Vous voyez? Donc il y a des trucs. Globalement, on est tous d'accord que zéro confiance en Macron pour faire ça bien. Dans tous les cas, oui, ça c'est clair. Arrêtez de réguler, on parle d'interdiction, pas des règles. Non, mais quand tu veux réguler, ça passe par des interdictions. C'est pareil. Tu vois? Si tu mets aucune interdiction nulle part, je vois pas comment on peut réguler. C'est pas une interdiction totale, voilà quoi. Après, je sais pas. Encore une fois, j'ai pas confiance là-dedans. Dire tous les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, qu'est-ce qu'est un réseau social déjà? C'est-à-dire quoi un réseau social? YouTube, c'est un réseau social? Il y a YouTube Kids pourtant. C'est un réseau social YouTube? Moi, je pense pas, mais il y en a qui disent que c'est un réseau social. Donc c'est pour ça. C'est pas clair et ça va être un coup à se faire fliquer de fou, mais je sais pas aussi ce que la CNIL va en dire, etc., etc. Donc affaire à suivre. Moi, il faut que je me forme un peu plus là-dessus. Voilà, assaut de référence pour ces questions, la quadrature du net, les trucs par rapport à la CNIL et tout. Moi, c'est pas un sujet que je connais très très bien. Il va falloir que je me forme un peu plus parce que voilà. L'interdiction des réseaux sociaux. C'est pas parce que tu interdis aux fumeurs de fumer qu'il y en a qui le font. Ouais, mais l'interdiction de fumer aux mineurs, l'interdiction de vendre du tabac et de l'alcool aux mineurs, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, toutes ces politiques depuis très longtemps pour tenter de lutter contre le tabagisme, ça fonctionne. Les jeunes fument beaucoup moins qu'avant. Alors oui, évidemment, il y en a toujours qui vont interdire, mais ça permet quand même de mettre un cadre et ça fonctionne, surtout quand on parle des addictions. Typiquement, le fait de ne pas pouvoir, que ça soit illégal de boire avant d'être mineur, bah moi j'ai commencé à fumer du shit avant de boire, parce que de toute façon c'est illégal de fumer du shit, c'est juste totalement illégal. Donc j'étais en mode, bon, tu fumes quand t'es mineur ou quand t'es majeur, dans tous les cas c'est illégal, donc bah les couilles quoi. Le simple fait que l'alcool ça soit un truc qui soit officiellement réservé aux adultes, ça fait que j'ai commencé plus tard que le shit. Parce qu'il y a une différence entre une interdiction totale et infinie et un truc qui pose un cadre, quoi, voilà. Donc j'imagine qu'on peut dire aussi ça un peu pour les réseaux sociaux, mais je sais pas là-dessus, j'ai pas encore totalement fini de réfléchir à tous ces sujets-là, etc., etc. Bah du coup ceux qui le font ont aucun cadre. Ouais, mais tu veux faire quoi là, par rapport? Tu veux dire ok, bah t'as le droit de fumer, c'est légal quand t'es mineur, c'est plus simple d'encadrer? Je sais pas, hein. Parce que interdire la drogue, ça fait que les consommateurs sont encore plus en danger. Non mais pareil, il y a une différence entre interdire la drogue intégralement sous une forme de prohibition et l'autoriser avec un cadre légal qui permet de lutter, de faire la réduction des risques. Mais s'il y a une dépénalisation et une légalisation de toutes les drogues, ça sera toujours interdit aux mineurs dans tous les cas, hein. Donc bon, voilà. Et notre héritage culturel pour développer leur esprit critique. Voilà, l'interdiction des réseaux sociaux à elle seule ne suffit pas. J'espère que c'est une première étape ou une étape parmi d'autres pour retrouver un... Si shit c'est légal et régulé, bah t'aurais fumé à 18 ans en coffee shop plus probablement. Oui voilà c'est ça. Et je veux dire, la question des interdictions aux mineurs et la question des interdictions tout court, séparer les mineurs des majeurs dans des sujets, dans des trucs comme par exemple bah voilà, l'alcool, le tabac et tout, c'est un bon exemple. Parce que là il y a une séparation des trucs qui sont illégaux quand t'es mineur et ça devient légal quand t'es majeur. Ça n'empêchera pas des jeunes de fumer des clopes, ça n'empêchera pas des mineurs de boire de l'alcool, mais ça met quand même un cadre où au moins la société dit voilà, on a le droit de le faire, mais si vous commencez à avoir 18 ans, c'est extrêmement déconseillé parce que vous avez beaucoup plus de risques d'addiction, quoi. Et ça serait pareil pour le cannabis. Si le cannabis devient légal, ça sera toujours interdit aux mineurs. Mais du coup, c'est pas une interdiction totale, c'est pas une prohibition. Voilà. Moi, je suis pas pour que, en cas de légalisation du cannabis, ça soit légal de fumer avant 18 ans. Je trouve ça con, vous voyez. Chemin éducatif par le haut. La dernière fois, ça avait achoppé sur la loi européenne. Oui, c'est une difficulté. Vous pensez que c'est la bonne? Je ne sais pas, écoutez, nous verrons. C'était pas du tout clair dans la discussion parlementaire, dans les interventions des uns et des autres et du gouvernement, les interventions de la Commission européenne également. Bon, c'est une loi de communication, dit la France Insoumise. Oui, j'ai pas trop compris pourquoi ils n'avaient pas voté pour, parce que peut-être que cette loi est imparfaite, mais il y a beaucoup de lois imparfaites ou de propositions que les Insoumis font qui sont imparfaites, des résolutions, par exemple sur le Mercosur, que les Insoumis ont faites et qu'on a votées de manière unanime. Elles étaient aussi en soi imparfaites, puisqu'on sait très bien qu'elles peuvent aller en contradiction avec la doctrine, les traités européens. Donc là, j'ai pas compris la position des Insoumis à pas s'opposer le maximum au gouvernement, même quand ça va dans le bon sens. Ce qui est certain, c'est que ce texte-là, par rapport à la question de M. Laroutourou sur l'Europe, nous montre aussi la tutelle de la Commission sur des sujets non pertinents. Voilà, les Françaises et les Français n'ont jamais voté, je crois, pour que l'Union européenne et la Commission européenne nous empêchent, par exemple, d'interdire à nos jeunes l'accès aux réseaux sociaux. Voilà, et c'est vrai que la pesanteur et l'abus de droit de la Commission européenne se fait de plus en plus sentir. J'ai parlé du Mercosur, on pourrait parler de l'agriculture, de l'industrie. Les Françaises et les Français se rendent compte que cette Commission européenne s'occupe beaucoup de restreindre les libertés des nations et ne protège de rien. Alors justement, dans le même texte, il y a un sujet connexe, également une interdiction pour les jeunes, mais cette fois-ci des téléphones portables au lycée.
lycée. Ils ont ajouté, vous les députés... Je sais pas, au lycée. Après, de toute façon, tu prends les règlements intérieurs de la plupart des collèges en France, bah, t'es pas censé sortir ton téléphone portable en cours, ou tu peux te le faire, ou t'es pas censé le sortir de toute manière. T'as le droit d'avoir un téléphone portable, mais il reste dans le sac. Donc ça, en vrai, je sais pas. C'est un Vous avez détail. ajouté un amendement un peu compliqué que je vous résume. En fait, Après, je sais pas. Moi, j'ai quand même ce côté en mode. Mais après, je dis ça parce que je vois comment l'effet que ça a sur moi, les réseaux sociaux, le téléphone portable et tout. Je sais pas si c'est un côté un peu réac. Je trouve quand même qu'il y a un truc où. Attendez. Ok. Il y a un truc où moi, tout ça me fait un peu flipper. J'ai l'impression que ça me détruit mon attention, ça me détruit mon cerveau. Et même, il y a un truc où, organiquement, on a lu un article là-dessus, pas mal de gens de la Gen Z et tout vont vers une forme de déconnexion par eux-mêmes, quoi. Donc pour moi, il y a un vrai sujet quand même là-dessus sur les écrans et tout. Et j'ai pas envie de me cacher derrière le fait d'être en mode genre, il est interdit d'interdire, et puis tout ça, c'est juste une panique réactionnaire. Pour moi, c'est pas qu'une panique réactionnaire. Je pense vraiment pas. Parce que c'est un truc qui est extrêmement nouveau, quoi. On n'a pas encore vraiment toutes les retombées de ce que ça fait sur nos cerveaux humains d'avoir un téléphone connecté à Internet H24 sur nous, quoi. En vrai, la norme maintenant, c'est quand même se réveiller et être en mode genre, tête dans le cul, aller voir si on a des notifs, quoi. Et on a peu de recul là-dessus. Et souvent, quand il y a des trucs qui sont nouvelles, non régulés, avec peu de recul, plus le temps passe, plus on se dit que quand même réguler, c'est pas une mauvaise idée. Et toute la question est de comment le faire, quoi. Voilà. Le règlement intérieur, il serait interdit d'utiliser les téléphones dans les lieux, à l'intérieur, pendant les cours et dans les couloirs, mais par contre, ce serait autorisé dans une zone définie de la cour. Ça ressemble pas un peu à une usine à gaz? Bah écoutez, on Vous fait. paraît réaliste? Non, mais écoutez, on peut toujours progresser. Ce texte va aller au Sénat. On peut toujours améliorer les choses. Mais aussi les lycées. Vous avez des adultes, vous avez des étudiants, enfin des lycéens qui ont plus de 18 ans. Vous C'est avez vrai. des lycéens En qui sont en terminale. internat, qui sont là tout le temps. Donc ils ont besoin du téléphone pour joindre leur famille, évidemment. Et Après, puis voilà, ce que je dis, c'est pareil pour les adultes aussi. Mais après, comme tout, quand t'es enfant, quand t'as encore le cerveau en développement, etc., c'est probablement encore un peu plus grave et t'as moins de recul là-dessus, quoi. Et puis, voilà, quoi. bon, on n'est pas dans la. Puis moi, c'est enfin, moi, Internet, ça m'a un peu brisé le cerveau en réalité, hein. Moi, j'ai vu des trucs trashos, edgy, bizarres quand j'avais 11 ans, ça m'a été trop mal, hein. Parce que l'Internet était totalement non régulé, il l'est encore maintenant. Mais je vois un peu l'effet que ça a pu avoir sur moi quand j'étais gamin Internet. J'ai vu des choses que j'aurais jamais dû voir, quoi. Vraiment, j'ai vu des choses que j'aurais jamais dû voir quand j'étais beaucoup trop jeune. Comme beaucoup de gens, comme énormément de gens. Peut-être quelle année? Moi, je suis né en 94, j'ai 31 ans actuellement. Donc voilà, j'ai commencé à aller sur Internet, etc. en 2006, un truc comme ça. Voilà. Ouais, les trucs en mode Rotten et tout. Puis même se retrouver avec du contenu pornographique. Quand t'as 12-11 ans, tu tombes sur les trucs comme ça, c'est un peu la norme. Mais moi, je vois très bien aussi l'effet que ça peut avoir sur moi, avoir été vraiment plongé dans un Internet non régulé jeune. Je suis en mode, je sais pas comment réussir à réguler Internet pour protéger un peu nos jeunes. Je pense qu'il y a une nécessité de le faire. La vraie question est comment on peut le faire sans que ce soit pas du flicage généralisé. Et là-dessus, je vous dis, j'ai pas de réponse. Voilà. Ça va, Ribo, t'étais pas sur le Nardeck non plus. Ah oui, je me suis retrouvé à voir des trucs porno hardcore, des images de trucs gore sur Rotten quand j'avais 11 ans. Du coup, ça va, c'était pas de Darknet, ça va, tranquille. Ouais, tranquille. Voilà. Ah ouais, à 14 ans, il y a des ados autour de moi qui s'envoyaient des vidéos scato pour rigoler, mais ça va, tranquille. C'était pas le Darknet non plus. Dans la même liberté à 18 ans qu'à 15 ans. Hein. À 18 ans, vous êtes un citoyen, vous pouvez voter, vous avez toutes vos libertés civiques. À 15 ans, vous les avez pas. Et donc, vous avez deux populations qui sont Mais sur si le oui, même lieu. Ostello, c'est tout de la création du net. Faut que je me forme un peu sur ce sujet parce que là, ça va revenir. Ça devrait être appliqué à partir de la rentrée. Donc il y a des trucs où faut que je monte en gamme sur ce sujet-là. Je vous dis, j'ai pas encore tout à fait le tour de la question, hein. Loin s'en faut. Mais c'est pour ça que je vous le dis. J'espère avoir fait un peu plus le tour de la question prochainement, mais voilà, quoi. Que j'arrive pas avec des espèces de grandes phases, des grandes assurances où je suis très très sûr de moi, alors que je suis pas sûr de moi. J'ai pas envie de vous mentir, vous voyez ce que je veux dire. Voter, vous avez toutes vos libertés civiques. À 15 ans, vous les avez pas. Et donc, vous avez deux populations qui sont sur le même lieu et qui n'ont pas les mêmes droits. Donc, on critique beaucoup, à juste raison d'ailleurs, les députés, les parlementaires. Il faut toujours s'améliorer, mais parfois, on essaie aussi de gérer la complexité de la société. C'est vrai que c'est pas facile parfois à traduire dans le droit. Donc, je demande un peu de bienveillance. On va essayer d'améliorer le texte. Jean-Philippe Tanguy, aux législatives en 2024, la presse avait pointé le profil de certains candidats Rassemblement National. Ah Jordan Bardella lui-même avait parlé de brebis galeuses. Nous sommes à 2 mois. J'avais pas côté, je peux juste faire un A avec Jean-Philippe Tanguy, juste. Trop Municipales. bien.
Et je vous donne Ah un exemple. Votre tête de liste à Belfort, membre de l'organisation radicale La Cocarde étudiante et auteur d'un tweet raciste et antisémite en 2022 qui a été exhumé par Mediapart. Il s'appelle Quentin Mocollet et il commentait les naissances de sa commune. 72% de prénoms à consonance étrangère au dernier recensement. C'est du remplacement pur et dur. Et je n'ai même pas comptabilisé Élie et Samuel d'origine hébraïque. Comment vous appelez ce tweet? Comment Il vous a dit qualifiez lui-même ces que ce propos tweet était incompréhensible et que comme il était incompréhensible, il l'a retiré, que c'était pas ce qu'il avait voulu dire. Et vous retirez pas Oh, ça va, il l'a retiré, il a supprimé, il a fait du damage control, donc c'est bon. candidat, vous. Aïe, Non, aïe, mais aïe. à partir du moment où il s'excuse et il considère que ce tweet était inapproprié, il n'avait rien à faire et qu'il reconnaît lui-même qu'il a été compris comme il aurait. Incompréhensible, oui, nous on a très bien compris. Hein. C'est en mode genre, pourquoi il y a que des Arabes en France maintenant, c'est quoi ça? Et puis les seuls noms qui paraissent blancs au final, c'est des Juifs, tout ça encore, Samuel. C'est comme s'il y avait que des Juifs qui s'appelaient Samuel déjà, enfin genre c'est... Sinon on a très bien compris, hein. C'est que c'est un gros racelard à l'ancienne, quoi. Vraiment à l'ancienne, quoi. Pas dû être compris et qu'il n'aurait pas dû être écrit, on considère que ça va dans le bon sens. On Et peut ce jeune, publier des posts. par ailleurs, il a d'autres engagements dans le parti qui fait que on considère que ces Samuel, autres- bah, c'est les noms de l'Ancien Testament, Samuel et tous les noms comme ça. Parce il a dit Samuel dedans, on est d'accord. C'est un nom de l'Ancien Testament qui traditionnellement est pas mal associé aux Juifs, mais c'est pas. Il y a plein de noms comme ça, c'est les noms de l'Ancien Testament. C'est pas des noms juifs à proprement parler, c'est des noms qui historiquement, il y a beaucoup de juifs qui s'appellent comme ça, mais aussi de non-juifs. De Goy. Ouais, Élie et Samuel, voilà, c'est ça. Il y a plein de noms comme ça, les noms en L de manière générale, c'est les noms de l'Ancien Testament. Souvent, c'est genre Rachel par exemple, c'est un nom juif, Rachel. Bah, pas vraiment, mais un peu quand même, quoi. Voilà. autres Et engagements oh, bah, c'est bon. J'ai le droit de le dire, moi, artiste. et les valeurs et les propositions qu'il défend prouvent que ce qu'il a écrit n'était pas la Voilà, façon- Galadriel, c'est dans l'Ancien Testament, par exemple. Il n'y a pas que des juifs qui s'appellent Galadriel, tout à fait. Il y a des elfes Noldor aussi. Oui, David, pareil, c'est donc comme ça, quoi. Bref. Il a été compris. D'accord, Il y a donc on des- peut si vous voulez, vous avez publier des- un message raciste et Mais en antisémite, soi, ce mais message ne n'est pas le penser. Ah, Madame Lambray, en soi, ce message n'est pas raciste ou antisémite. Il est. Je n'ai même pas comptabilisé Élie et Samuel d'origine Je le hébraïque. considère, il le considère qu'il n'aurait pas dû 72% être prénoms à écrit. consonance Et par étrangère. exemple, il n'était pas Alors, c'est condamné. pas à proprement parler raciste. Hein. Il a pas dit j'aime pas les noirs. Hein. C'est ça le racisme. Le racisme, c'est quand on dit ouvertement je n'aime pas les noirs car ils sont noirs. Enfin, ça, c'est pas du racisme. Hein. On n'a pas le droit d'observer, on n'a pas le droit de regarder les prénoms, les consonances des prénoms des gens nés en France. C'est pas du racisme. Le racisme est condamné par la loi. Il n'a pas été condamné par la loi. Allez, hop là. C'est le niveau de l'argumentaire. Hein. par la justice. Il n'est pas Comme ça, n'aurait xénophobe, pas été ni condamné. antisémite. Mais c'est un tweet qui n'a pas dû avoir lieu, qui pouvait donner lieu à l'interprétation Mais voilà, à qu'a partir de donnée, quand c'est raciste? À ce moment-là. Agathe Lambray, mais quand on a auditionné cette personne, il s'est avéré que c'était pas l'intention du tweet. Quand on voit que Ok, on dirait l'IGPN avec les flics. Ah non, on a fait notre audition en interne au Rassemblement National, on lui a parlé, il n'est pas raciste. Moi je vous le dis, je vous le dis, j'ai parlé avec lui, je vous assure qu'il n'est pas raciste. On n'a juste pas compris son tweet, même lui il n'a pas vraiment compris, mais c'est pas un souci ça. On a vérifié, il n'est pas raciste, je vous le dis. Parole d'honneur, hein. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Hein. l'intention de la personne et que le tweet ou le propos, l'écriture, comment dire, transmet, Ah, ça transcrit, rame. fait transparaître du racisme, de l'antisémitisme, Et là, de la c'est pas le cas xénophobie, selon vous. de l'homophobie, de la misogynie, il dégage. Il est Là, on peut aussi faire des erreurs. Nul n'est parfait. On peut écrire des choses qui correspondent pas à son esprit. Ça arrivait. à D'accord, alors si les racistes, ça dégage. Mais il y en a, ils sont racistes, mais on peut leur pardonner quand même. Ça dépend des racistes. Voilà. C'est peut-être à tout le De monde quoi de tenir des propos, D'accord, mais donc d'écrire des vous choses parlez juste qui d'erreur, correspondent pas à ce qu'on veut Jean-Philippe dire. Tanguy. Pardon, mais il n'y a pas une erreur de casting. Pour vous, ce sont juste Ah mais des si, quand il y a des erreurs. erreurs de La casting, multiplication Non, ce n'est pas de le ces cas pour vous. candidats qui quand ont il y a des des erreurs de propos casting, Madame Lambray, vous l'avez- douteux, plus que douteux. quand il y a des erreurs de casting, ça peut arriver, ça dégage. Et ça dégage tout de suite. Mais le but des investisseurs, Ça dégage tout de suite. Mais pas lui. Lui, ça va, il est pas raciste, je vous dis. Vous me croyez pas quand je vous dis qu'il est pas raciste? Qu'est-ce que je dois faire pour dire qu'il est pas raciste? Qu'est-ce qu'on doit faire pour prouver qu'on n'est pas raciste? d'investigation et d'auditionner les gens, c'est aussi de comprendre si ces personnes ont fait une erreur, une maladresse ou une connerie. Ben, ça existe aussi. Ça dégage. Et aussi, ça transparaît un engagement qui n'a rien à faire chez nous. Et d'ailleurs, je le rappelle, parce que j'ai du mal à comprendre compte tenu des positions publiques et historiques de Marine Le Pen et Jordan Bardella, que toutes les personnes qui partagent des idées racistes, homophobes, xénophobes, misogynes n'ont rien à faire chez nous. Ah, Je donc ne vous comprends comprenez pas qu'ils soient je maintenus ne ce candidat comprends à pas, je Belfort. ne com- non, mais je ne comprends même pas pourquoi ils viennent en fait. Parce Mais que oui, vous voyez, pourquoi ils soutiennent le les- Rassemblement National? je Est-ce que ne vous sais pensez pas. que ce sont vos idées? Pourquoi on a autant de racistes qui viennent au RN? Je comprends même pas. Cassez-vous. Non, on veut pas de racistes chez nous. Alors, je sais pas. C'est un malheureux hasard qu'il y a énormément de racistes qui finissent par être investis à des élections. Mais c'est un hasard, hein.
Barrez-vous, n'en veut pas de racistes chez nous. Le problème, c'est qu'il y a que des racistes qui veulent venir chez nous. Ah, fait chier, zut alors. Aïe, 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 zut alors. C'est presque comme si, attendez, c'est presque comme si le RN était un parti raciste depuis toujours. Un parti fondé par un ancien de la Waffen-SS volontaire à la division Charlemagne. Un parti qui a fait du racisme et du discours anti-immigration son fonds de commerce depuis le début. Tiens, mais c'est fou ça. Mais non. Mais, oh waouh. Quel C'est hasard. qui attire ce type Des de racistes dans mon parti xénophobe, mais on n'en veut plus. Cassez-vous les racistes. Hein. J'en ai marre. Hein. Je vois pas Une comment coïncidence, c'est possible. une coïncidence. Vous voyez pas du tout. Mais non, puisque les partis, pour le coup, qui eux sont Hasard de ouvertement dingue. homophobes, misogynes, racistes, xénophobes, combattent le Rassemblement national. Par exemple, le parti de la Le parti de la France. Alors, on a Thomas Joly du parti de la France, un néo-nazi assumé. Il n'aime pas le RN, il trouve qu'on est trop de gauche. Ça veut bien dire qu'on n'est pas d'extrême droite. Il y a un autre parti d'extrême... Il y a un parti plus à droite que nous. Nous, d'extrême droite, alors que Adolf Hitler existait. Non, lui, c'est l'extrême droite, pas nous. Oui, ok, alors il est là en train de tokeniser le parti de la France pour dire ah mais non, regardez, on n'est pas un parti d'extrême droite, le parti de la France, c'est des putains de zinzins ouvertement pétainistes et néo-nazis. Oui, il y a encore plus à droite que le RN, c'est vrai. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas d'extrême droite, ça veut dire que vous n'êtes pas raciste. Nous, racistes. Moi, raciste. Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à mes potes si je suis raciste. Rien que la semaine dernière, je me suis désolidarisé d'un parti néo-nazi. Ça montre bien que je suis pas raciste. Allez, hop là. France de monsieur Thomas Joly, espèce de groupuscule dont je ne comprends pas qu'elle ne soit pas interdite depuis longtemps, qui sont Ils sont en train de ouvertement tokeniser leurs copains néo-nazis. Hein. racistes, combattent. Mais le Rassemblement Et grâce national a alors, un j'aimerais passé. vous interroger. Il est déjà 8h54 et 50 secondes. On n'a pas le temps de faire tous les candidats qui posent des questions, mais juste à Grasse, il y a un soutien de votre candidat à Rassemblement National. Le candidat s'appelle Jean-Paul Camerano et le soutien a claqué la porte après avoir lu sur le groupe WhatsApp de la campagne ces messages. Vous irez en ligne les lire. Je n'ai pas le temps de vous les lire, mais je demande un sandwich au jambon. Ben non, ils ne font pas de porc. Le grand remplacement, du moins des commerçants, est bien en place à Grasse. Il faut que Jean-Paul gagne ou sinon la prochaine élection en 2031, ce sera un musulman maire de Grasse comme à New York. Est-ce que c'est normal de lire ça en 2026 sur un groupe WhatsApp de campagne d'un candidat RN chez vous, avec en plus un député RN dans la boucle? C'est normal ça? Bon, pour le RN, c'est normal, oui. Ah, c'est normal d'être islamophobe, monsieur l'islamophobe? Bah, pour lui, oui, hein, c'est son fonds de commerce. Hein. Je ne sais pas, je ne connais pas cette affaire, donc il y aura sans doute une enquête. C'est tout? C'est la Laissons la justice faire son travail. Hein. Comme aux États-Unis. On ne sait pas. Oh, ils l'ont tué à bout portant, mais laissons la justice faire son travail. Bon, il y a des racistes chez nous, mais on va voir en interne s'ils sont racistes. Et puis après, on vous dira. Je sais pas pour l'instant. qu'il doit y avoir. Je veux pas juger, on peut pas juger les gens, monsieur Laroutourou, sur un plateau de télé par rapport à des messages qu'on nous donne. Mais les propos que je viens de vous donner, ça vous choque ou pas? Et je ne sais pas si ces propos. Je ne sais pas si ça me choque. Non, je sais pas. est tenu, monsieur Laroutourou. Vous croyez pas quand je vous dis Mais c'est pas je vous crois qu'il y a pas. des captures, c'est dans la presse, c'est dans Nice Matin, c'est dans Actu Nice. Vous avez une tendance collective dans une partie des journalistes à vouloir être des procureurs et des juges à la fois, c'est-à-dire faire une enquête, énoncer des faits et vouloir aussi faire la condamnation, tout en disant toute la sainte journée que vous défendez l'état de droit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Un parti politique a des procédures de discipline et il y a la justice à côté qui peut prendre le relais ou non. Pour toi, toute critique de l'islam est forcément islamophobe, même les versions les plus radicales, mais ça dépend de qui dit la critique, pour quelle raison. Est-ce que c'est pour stigmatiser tous les musulmans? Et quand tu vois toutes les critiques de l'islam qui existent actuellement dans le paysage politique, il y a toujours un fond islamophobe. Moi, je n'ai pas d'exemple de critiques de l'islam légitime qui n'ont pas un fond islamophobe. Ou alors oui, non, critiquer le djihadisme armé, c'est pas islamophobe, effectivement. Critiquer Daesh, c'est pas islamophobe. Oui, d'accord, effectivement. Dire le wahhabisme saoudien est une version rigoriste de l'islam qui est réactionnaire, moi je le dis, il n'y a pas de souci. Hein. Mais simplement, c'est pas les gens qui critiquent l'islam et qui sont critiques de l'islam dans notre sphère politique, c'est pas ce qu'ils font. Hein. C'est pas ce qu'ils font. Hein. Voilà. Je ne rendrai pas de jugement par rapport à des choses que j'ignore. Voilà, et je comprends pas que des gens puissent le faire. On vous entend, Jean-Philippe Tanguy. Critiquer les talibans, c'est pas islamophobe, non, effectivement. Critiquer la version de l'islam promue par les talibans en Afghanistan, tout le monde est d'accord pour le dire, c'est pas de l'islamophobie, effectivement. Mais les gens qui disent « Mais non, je critique juste l'islam, on n'a pas le droit de critiquer une religion », critiquer juste l'islam comme ça, en France, en pic 2026, immense red flag islamophobe. Hein. Très vite, parce qu'il faut qu'on passe à la question qui. 2 motions de censure vont être examinées aujourd'hui, dont une du Rassemblement national. Pourtant, vous avez échoué vendredi à faire tomber le Premier ministre. Vous y croyez encore, vraiment? Mais on ne sait jamais. J'ai vu que M. Barnier avait dit qu'il allait regarder... Attendez.
Alerte info exclusive de notre envoyé spécial Pafnouti _ dans le chat. Le maire d'Orange, le maire Rassemblement National d'Orange, aurait été condamné à 5 ans d'inéligibilité après avoir été condamné pour emploi fictif. Orange, au lieu du fascisme français, avec énormément de gens d'extrême droite, la Ligue du Sud, là des gens archi-arabes. Oh tiens, encore un maire RN qui a tapé dans la caisse et qui est inéligible. Hasard de dingue. Voilà, donc le parti de Marine Le Pen qui a fait son beurre médiatiquement pendant 15 ans sur la probité des élus. Ils sont pas comme les autres, ils sont exactement comme les autres, voire même peut-être un petit peu pire parce que c'est des putains de mafiosos en puissance historiquement le RN. Voilà, encore une victoire pour les juges rouges de la France. Let's go. On prend. Dépenses. Donc quand il va voir que les dépenses de l'État continuent d'augmenter, ne sont pas du tout sous contrôle, peut-être va-t-il enfin prendre ses responsabilités avec d'autres, à savoir mettre fin notamment à cet emballement de la dette qui est dans un effet boule de neige, qui fait que la dette est hors contrôle et que chaque année ça coûte de plus en plus d'argent aux Français pour la rembourser au détriment des autres services publics. Donc peut-être que les Républicains vont se souvenir qu'ils ont quand même fait des promesses électorales à leurs électeurs. J'ai pas beaucoup d'illusions. Il est 8h57 sur Philippe Tanguy sur France Info. Pardon de vous interrompre, mais je veux qu'on prenne le temps avec Agathe, on a envie de vous interroger. Aujourd'hui, la question qui Morandini, le RN confirmé hier à l'AFP une information du Point, le maintien à l'antenne. Alors, je pense que du coup, Jean-Philippe Tanguy va se désolidariser de Morandini et dire non, bah non, c'est bon, on n'ira plus sur son plateau, vous avez raison, monsieur. Alors, ça nous a pris une semaine de réfléchir à la question. Voilà, hein, si papa Bardella ne nous dit pas directement quoi faire parce que maman Le Pen lui dit elle-même quoi faire, donc on ne sait pas comment se positionner par rapport à la pédocriminalité. Hein. On attendait simplement d'avoir le chef du parti qui nous le dit de le faire. Hein. Voilà, en gros. CNews de l'animateur définitivement condamné pour corruption de mineurs crée un tel malaise. Une semaine par rapport à sa condamnation définitive en cours de cassation. Hein. Voilà. Déjà, il y a 10 ans, il y avait une grosse grève à iTélé à l'époque où Morandini avait été maintenu et que l'affaire avait émergé. Ils s'en battent les couilles. Hein. Voilà. Jusque dans les rangs. Le pénis que Jordan Bardella a ordonné. Le pénis, il a dit, attendez. Je m'éplais, j'entends le pénis que Jordan Bardella a commandé. Quoi ? Alerte info exclusive France Info, il est 8h56, nous sommes en direct. Selon Paul Laroutourou, Jordan Bardella aurait commandé un pénis. Je sais pas, voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Hein. Oh, il a dit pénis. Le RN a confirmé hier à l'AFP une information du Point, le maintien à l'antenne par CNews de l'animateur définitivement condamné pour corruption de mineurs crée un tel malaise jusque dans les rangs. Le pénis que Jordan... Ah, les rangs le pénis. Autant pour moi. Ça aurait été marrant ma blague, non ? C'est drôle, ça vous a fait rire ? Ça vous a pas fait rire ? On n'a même plus le droit de rire. J'ai même plus le droit de faire des blagues. Il a fait quoi, Morandini ? Corruption de mineurs, condamné définitivement pour corruption de mineurs, inscrit au fichier des délinquants sexuels. En gros, il s'est servi de son pouvoir en tant que star de CNews avec des stagiaires de 3e et des mineurs, hein, des gars de 15 ans. Il leur a envoyé des SMS pour leur demander de se masturber devant lui. Non, et après, il y a un gars en présentiel, il lui a demandé de se masturber devant lui et que des trucs comme ça. Quoi. Voilà, on va pas refaire toute l'affaire, mais c'est de la corruption de mineurs, c'est de la pédocriminalité. Bardella a ordonné à tous les porte-paroles... Il a interdiction d'approcher des mineurs maintenant. Dans le cadre de son travail, il y a interdiction d'approcher des mineurs. Ce qui fait qu'à CNews, ils ont dit « Ne vous inquiétez pas, Morandini ne sera pas au même étage que les stagiaires de 3e, c'est bon, de quoi vous vous plaignez ? On l'a déplacé à un étage, il sera pas au même étage que les stagiaires de 3e. » La justification, ils curse quoi. Ouais, on a un pédocriminel dans nos rangs, mais vous inquiétez pas, on l'a déplacé d'un étage. Ils se satisfont de ça, la direction de CNews. C'est une dinguerie. Tous les élus, dont vous... Oui, il y a des bails encore plus sombres. J'ai plus toute l'affaire exactement en tête là, et je pourrais pas vous faire un résumé, mais allez voir, hein, il y a une VOD sur la chaîne, tout ça. Ne plus aller sur son plateau, que pensez-vous de cette consigne et comment vous a-t-elle été transmise ? Enfin, en l'occurrence. Ok, alors oui, donc effectivement, voilà, c'est tout nouveau, hein, ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant qu'ils décident le RN. Et c'est aussi qu'il y a eu un peu un pressing de tous les autres. Ils ont attendu que Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, que des gens de CNews se désolidarisent pour suivre le sens du vent, quoi. Bardella a ordonné à tous les porte-paroles et à tous les élus, dont vous, de ne plus aller sur son plateau. Que pensez-vous de cette consigne et comment vous a-t-elle été transmise ? Enfin, en l'occurrence, moi, j'allais pas sur le plateau de M. Morandini depuis de très longues années. Et que pensez-vous de cette consigne pour vos collègues ? Je pense que c'est une bonne consigne et qui correspond à... Il y allait plus déjà Jean-Philippe Tanguy ? Ok. Alors, voilà. Est-ce que la condamnation... C'est vrai que j'ai pas vu Jean-Philippe Tanguy chez Morandini, tout ça. Après, voilà, c'est pas tous exactement les mêmes au RN. Hein. Il y en a, ils s'en battent les couilles. Tout le monde va pas chez Frontières au RN, par exemple. Il y en a, ils aiment bien aller chez Frontières, ils s'en battent les couilles, ils y vont tranquillement. Jean-Philippe Tanguy, je crois pas qu'on l'ait déjà vu aller chez Frontières. Mais il a un profil parfois un peu différent des autres. Voilà. Mais qu'il aille se faire foutre malgré tout, évidemment. Ce fasciste de merde qui va chez Morandini. Oh, bah, les Julien Audoul et compagnie, là, les pires ordures comme Morandini, il s'en bat les couilles. Morandini. Julien Audoul, il va chez Frontières, il va chez Morandini, il s'en fout. C'est la pire personne. C'est exactement ce que je disais. Voilà, Audoul passe sa vie chez Morandini.
Il n'y avait pas de raison de juger M. Morandini avant la justice. Il y a une décision qui a été rendue sur des faits qui sont quand même très graves. Et donc, il n'y a pas de raison d'aller sur ce plateau des Pourtant, vous n'y Est-ce allez que plus vous depuis de nombreuses déplorez années. le fait que Ça, c'est mon avis personnel. Est-ce que vous déplorez le fait que Jean-Marc Morandini soit maintenu à l'antenne par CNews? Bah, j'ai pas à le déplorer, j'ai pas à m'immiscer dans la programmation. Tu peux donner ton avis, hein, c'est bon, hein, c'est légal de donner son avis sur une décision privée d'une boîte privée. Hein. Moi, je donne mon avis. CNews, ces immenses raclures de fond de bidet, le fait de maintenir un pédocriminel condamné à l'antenne, déjà avant même qu'il soit condamné définitivement pendant 10 ans, la manière dont la direction prend sa défense, c'est une honte absolue et ces gens-là, on devrait les juger pour ça. Voilà. C'est mon avis, hein. J'ai le droit à la liberté d'expression. Pourquoi quoi? Je pensais que la liberté d'expression, c'était une des valeurs cardinales de la droite, monsieur le gaulliste. Ah non, il va pas donner son avis quand même. Non, il n'a pas donné son avis. T'as le droit, hein. T'as le droit, on vit en démocratie. Hein. De CNews, Soi-disant. je note des prises de parole courageuses d'un certain nombre de personnalités. Notamment Sonia Mabrouk. Voilà, après, si vous voulez, il ne faut pas non plus qu'il y ait la petite limite à ça, c'est pas non plus qu'il y ait un deuxième procès, c'est-à-dire qu'on n'a pas à faire le procès du procès. Et bon, ça c'est la limite aussi de l'état de droit, il y a une peine qui a été donnée, il n'y a pas une peine, il n'a pas été condamné à perdre son emploi, hein, donc ça c'est pas à nous de décider. Comment putain, vous découvrez ces débats-là. Hein. Alors, on cancel ou pas cancel? Est-ce que la justice est efficiente à rendre justice sur des affaires de violence sexuelle? Ils découvrent ça, quoi, en mode genre, voilà, il faut qu'on leur foute le nez dans leur merde parce qu'ils continuent là sur le plateau d'un pédocriminel condamné pour qu'ils commencent à réfléchir à l'inefficience de la justice par rapport à ce que la morale nous dicterait normalement sur les questions de violence sexuelle. Nous, à gauche, ça fait 20 ans qu'on parle de ça par rapport à toutes les VSS envers les femmes de manière générale, pas juste les pédocriminalités. L'inefficience de la justice à régler ces trucs comme ça, le fait qu'il y ait des non-lieux en particulier sur des affaires où des VSS sont avérés, et qu'à un moment donné, c'est par le médiatique, par presque une forme d'auto-organisation finalement, qu'on peut rendre justice là où justice n'est pas efficiente. Pas par la violence et la coercition, mais ne serait-ce que par l'organisation, quoi, se dire on veut plus fréquenter ces gens-là, etc. Nous, ça fait 20 ans qu'on est dans ces débats-là, eux, ils le découvrent, il faut vraiment qu'ils le découvrent parce qu'ils ont envie de continuer à bosser avec un pédocriminel condamné définitivement. Hein. À la droite, hein, bravo. Bravo, hein, la droite et les fachos, bravo. Super. Que vous trouvez que votre Attendez, j'attends que le son se termine. parti a tardé parce qu'il y a certains porte-paroles qui ont continué à s'y rendre. Attendez, de quoi? Il a dit le pénis, là je remets play, il dit attardé. Non mais tu vas te calmer. On dit pas ça. C'est psychophobe. Ça, c'est pas à nous de décider. Comment? Est-ce que vous trouvez que votre parti a tardé parce qu'il y a certains porte-paroles attardé. qui ont continué à s'y rendre après la condamnation? Non, c'est pas qu'on a tardé, mais c'est. Il est en feu là, la retour où il dit que des dingueries. Hein. Enfin, si vous voulez, l'explication est beaucoup plus simple que ça. C'est qu'il y a eu beaucoup d'actualités la semaine dernière et que la décision n'avait pas été prise et que quand on s'est réunis, enfin, j'étais pas à l'occurrence, mais quand les instances se sont réunies, c'est-à-dire lundi, la décision visiblement a été prise immédiatement. Merci beaucoup Jean-Philippe Merci à Tanguy. Immédiatement. Bah, ça a pris une bonne semaine quand même. Hein. Regardez le sourire. Le sourire qu'il a fait, c'est en mode putain, je voulais pas parler de Morandini, ça me fout trop dans la merde. Regardez le sourire, c'est le sourire de quelqu'un qui est pas satisfait. Lundi, la décision visiblement a été prise immédiatement. Regardez. Merci beaucoup Jean-Philippe Merci. Tanguy. J'ai jamais vu un sourire aussi court. Quand quelqu'un vous sourit comme ça, c'est qu'il est pas content. Il fait genre. Déjà ce sourire là, c'est le sourire de ouais, ça va te faire enculer quoi. Il a vraiment fait. Député Rassemblement Voilà, là c'est un National vrai de la sourire avec Somme. les yeux et tout. Regardez, comparez les deux sourires. Hein. Putain, on va mettre au ralenti. Comparez donc les deux sourires. A été prise immédiatement. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci. Ah, ça, c'est un faux sourire. Ça, c'est un vrai sourire. Les yeux sourissent. National de la Somme, membre de la Bon, voilà. Hop là, je remets en normal. Bon. Tanguy, c'est le mec le plus modéré du RN, le plus moral, ça le rend tellement plus terrifiant. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça, quoi. Bah après, il s'inscrit dans leur stratégie de dédiabolisation, d'élargissement, de leur socle, de je sais pas quoi. Mais il a un profil un peu différent du RN, et c'est pour ça aussi qu'ils l'ont mis au porte-parole et qu'ils ont fait un personnage médiatique autant, quoi. Tout ça s'inscrit dans leur stratégie de dédiabolisation et de normalisation, etc. Attention, effectivement, ça le rend encore plus terrifiant, ça veut pas dire que ça va. Ça veut pas dire Jean-Philippe Tanguy, ça va par rapport à ses congénères du RN. Ça reste un gars du RN, ça reste un fasciste de merde, ça reste un dangereux. Voilà. Mais après, il est marrant. Il est marrant. C'est marrant de se foutre de sa gueule, plus que d'autres. Puis il y en a vraiment, je peux pas les voir. Il y en a, je peux pas voir leur sale gueule, quoi. Genre Julien Audoul, je ne peux pas voir sa sale gueule. Vraiment, il me tend instantanément. Quand il son petit sourire de con, là, comme ça. Je peux pas. Tanguy, c'est marrant. Je trouve ça agréable de me foutre de sa gueule. Voilà, des Jacobelli, des Audoul, il y en a d'autres. Eux, vraiment, juste, je peux pas les voir en peinture, quoi. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est des collègues, c'est les mêmes, c'est des potes. Ils luttent pour le même projet, donc ils aillent tous se faire enculer à égalité. Voilà, désolé pour ma vulgarité. Mais voilà. Bon, bref, sur ces belles paroles,
vous regardez la VOD, n'hésitez pas à vous abonner. Vous en avez pensé quoi de Jean-Philippe Tanguy? Basé. Abonnez-vous.